Salut François, Salut Gaël. merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux de VF Prod. C'est On va ça. plonger dans cette aventure, dans ton parcours. Oui. Euh, Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la première et la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Ok. Tu m'as parlé de deux, trois petites choses. C'était des sujets qu'on n'avait pas encore abordés sur Aventure Humaine. Ok. Donc je t'ai tout de suite tendu le micro pour voilà, parler de ce parcours. On va mettre des mots, on va mettre des émotions, je pense, là-dessus. Et ça sera intéressant pour les auditeurs qui sont peut-être déjà un petit peu dans ce mood. Donc ça pourra peut-être sûrement leur apporter un peu voilà, un autre éclairage, des possibilités. Avant de plonger, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, en quelques mots, je m'appelle François Veillon. On est ici chez VF Prod à Plérin, donc juste à côté de Saint-Brieuc. Je fais ça depuis fin 2020 maintenant. Et pour me présenter peut-être de manière plus humaine, je suis marié, j'ai 4 enfants. C'est la part la plus importante de ma vie. C'est aussi ce qui m'a amené à faire ce changement et je pense qu'on en parlera. Voilà, j'ai une passion, hein, l'image que j'ai depuis tout petit, hein, les premières photos, je devais avoir entre 10-12 ans, quelque chose comme ça. Puis ça ne m'a jamais quitté, mais j'en avais jamais fait un métier avant, hein, le fameux syndrome de l'imposteur qui nous hante beaucoup. Mais voilà, j'ai fait plein de métiers sérieux, je me suis ennuyé dans certains, je me suis amusé dans d'autres. Et puis voilà, 2020, il y a eu une bascule et j'en suis là maintenant. Ok, tu as grandi en Bretagne? Oui, je suis breton. Je suis breton en pure souche, hein, je suis du Morbihan, la petite mer. La campagne bretonne, Brignac, ça va pas parler à beaucoup de monde, quoique il y a un animateur célèbre qui vient de Brignac aussi, et ça a été très amusant de se rencontrer sur un événement et puis de se dire que quasiment au même âge, en fait on était à quelques kilomètres de distance et on se retrouve près de 40 ans plus tard, donc c'était assez amusant. C'est qui? C'est Thierry Héon qui fait de l'animation beaucoup dans le sport, le tennis. Intramuros où on était il y a quelques jours, c'est lui qui anime les départs de course et puis après il fait des trucs énormes, vraiment beaucoup dans le sport, au Stade de France, à Roland-Garros, c'est impressionnant tout ce qu'il fait. Et voilà, on a la même coupe de cheveux et on vient du même village, donc c'est amusant. Donc voilà, j'ai grandi dans le Morbihan et puis après j'ai eu l'occasion d'habiter à Rennes, hein, pour les études, ou le semblant d'études, on va dire, que j'ai fait. Et puis les Côtes-d'Armor, un aller-retour encore en Ille-et-Vilaine et puis réinstallé ici depuis 2008 maintenant. Ok. Alors moi j'avais retenu un chiffre, je crois que j'avais jamais rencontré ou discuté avec quelqu'un qui manageait autant de personnes à un moment donné. Ouais, c'est ça, Euh, c'est plusieurs centaines de personnes qui étaient par moment dans mes équipes. Quand il y a autant de monde qui a ton numéro de téléphone, c'est un vrai problème pour la vie quotidienne. hmm, C'est aussi ce qui m'a fait changer, parce que autant j'ai été dans un travail extrêmement stimulant, intellectuellement en tout cas, que c'était prenant tous les jours. Il n'y avait pas de vacances, il n'y a pas de week-end, donc c'est vraiment du non-stop. Ça s'apprend de manager autant de monde. Euh, Moi j'ai appris sur le tas, hein, j'ai mhm. pas de formation là-dessus. Et Et comment tu arrives, donc je comprends qu'il y a pas eu de grandes écoles, il n'y a pas non, eu d'école de commerce, le parcours qu'on imagine. Comment tu arrives à monter les échelons? Dans quel milieu tu ouais. arrives? Tu travailles dans l'industrie? Je travaille dans l'énergie en fait, L'énergie. dans l'énergie. C'est mon retour ici après donc, la séparation avec la mère de mon fils aîné. Elle revient s'installer ici, moi je reviens là, il faut travailler assez rapidement, donc le parcours assez classique, hein, on fait de l'intérim, on trouve les premiers jobs. J'ai travaillé évidemment dans l'agroalimentaire, je pense que tout le monde a travaillé dans l'agroalimentaire à un moment ou à un autre. En En Bretagne? Bretagne, c'est obligatoire. C'est un bon apprentissage aussi d'être passé par là. Et puis je tombe sur une petite annonce pour aller relever des compteurs électriques, un travail en autonomie toute la journée, tout seul, tu fais ta tournée, exactement ce qui me correspond et ce qui me convient à ce moment-là.
Et très rapidement, en fait, il y a un changement de chef d'équipe. Je prends sa place parce que la direction me sent la capacité de le faire. Et puis, petit à petit, au fil des mois, des années, je passe à l'échelon d'après, et puis encore celui d'après, et puis j'apprends, je mets en pratique ce que j'ai vu sur le terrain. Donc, pour le coup, c'est vraiment l'expérience du terrain qui m'a permis de manager les équipes et de parler clairement avec eux. J'avais certainement un discours différent des autres personnes au même niveau que moi qui étaient arrivées là parce qu'elles avaient été formées à gérer des gens. Et voilà, j'ai un discours peut-être plus franc, plus direct, et au moins avec la connaissance. Donc c'est vrai que c'était intéressant pour moi de le faire. Maintenant, comme je dis, voilà, c'est quelque chose de très prenant. Je respecte beaucoup les gens qui arrivent à faire ça au quotidien. On en croise encore, j'en croise encore beaucoup, et puis j'ai gardé des contacts avec d'anciens collègues. Donc Oui. c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais ça s'apprend, c'est beaucoup d'humains. Parfois c'est un peu trop d'humains quand il y a autant de monde, quoi. Et après, on s'imagine aussi l'autre pan du jeu politique interne à des groupes comme ça, dans lequel, à mon avis, tu rentres pas. Non. Mais ça doit quand même faire partie du Ouais, quotidien un peu. c'est ça, exactement. Pardon. Mon départ, l'arrêt, tout ça, c'est après des mécaniques internes qui se sont enclenchées sur des recrutements, sur moi, une évolution qui normalement m'était destinée, puis qui finalement n'est jamais arrivée. Et puis l'arrivée d'une personne complémentaire qui venait de l'extérieur, qui a pris cette place-là. Moi, je l'ai assez mal vécu à ce moment-là. Mais ce jeu de politique-là, moi, alors, m'a pas beaucoup intéressé parce que c'était pas du tout dans mon esprit d'aller chercher, de calculer, de comment on fait les choses. Je suis fils d'ouvrier. Le travail bien fait, ça a du sens. Et puis le respect de la parole donnée a aussi du sens. Malheureusement, on pourrait prendre ça pour un peu de naïveté encore aujourd'hui, mais c'est toujours comme ça que je suis drivé. Donc quand on me dit oui et qu'on y va, super. Et puis si on me dit oui, puis finalement on n'y va pas, mais que la raison elle est bonne, ça marche aussi, c'est ok. Quand toutes les conditions sont pas réunies, c'est un peu plus compliqué à vivre. Mais on apprend, c'est aussi le jeu des grandes entreprises. Et quand il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent, on se rend assez vite compte qu'à tous les échelons, alors hormis le très très haut, on est juste une personne, un numéro malheureusement dans ce genre d'entreprise. C'est aussi ce monde-là que j'ai quitté. J'y ai fait des super rencontres, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses qui me servent encore aujourd'hui. J'arrive à m'adapter aujourd'hui à tout type de clients parce que j'ai rencontré plein de personnes différentes qui m'ont chacune apporté quelque chose. Donc il faut se nourrir de ces expériences. C'est sûr que sur le coup, on peut l'avoir un petit peu mauvaise. Bon, après, le temps fait son œuvre. Bon, même les grands postes de très très haute direction, en un conseil d'administration, oui, on peut ça sortir. peut partir. On peut sortir. On peut sortir avec un départ très joli confortable. Parachute aussi, très confortable. C'est pas le cas. Plus on descend, moins c'est le cas quand même. C'est une réalité. Et est-ce que tu as senti qu'il allait avoir une autre direction? Est-ce que tu as décelé des signes? Ouais, est-ce que tu les as enfouis, mis de côté? Oui, alors, peut-être j'ai fait un peu l'autruche à un moment où il y a eu des changements dans la direction de l'entreprise et je me suis dit bon, ça va passer. Bon, quand j'ai vu que le niveau juste au-dessus du mien changeait de place et que finalement on le mettait sur un autre service alors qu'on était très efficient et qu'on fonctionnait vraiment très bien tous les deux, je me suis dit ça va coincer à un moment là. C'est parce qu'on était vraiment en binôme, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble, les résultats étaient là, c'était très positif, tout se passait bien. L'arrivée d'une autre personne extérieure qui a voulu imposer sa marque, et ce que je peux comprendre quand on arrive dans une entreprise, on veut chercher à montrer qu'on est là, surtout quand on vient de chez un concurrent. C'est pas passé super. Et il m'a fallu quelques temps pour me dire bon, je vais pas continuer comme ça. C'est trop de temps à passer, c'est trop d'énergie. Et puis voilà, quand il y a la vie de famille empathie, quoi. Quand tes dernières vacances, la dernière semaine de vacances, tu la passes au téléphone pour régler des problèmes de gens qui sont à l'autre bout de la France. Bon,
Il y a un moment où tu reviens, tu t'es pas reposé en fait. Hein. Tu rattaques dedans et puis Il n'y a pas de sens. Arrive ce qui arrive. Hein. Il y a un moment où ton corps te lâche et te dit c'est bon, stop, on arrête. Il faut se reposer quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé justement physiquement? Il y a eu un déclic un jour, je crois. Clairement. Hein, on fait ces vacances là. Je reprends une semaine ou sur une semaine, je dois faire, je sais plus, Bourges, Orléans, Chartres, Paris, Rennes. Enfin, des Bordeaux, enfin, je sais plus exactement je sais que j'ai pas vu le jour de toute la semaine. Arrive le week-end et le dimanche soir, j'ai une absence de quelques minutes. Et bah voilà, ma femme très clairement me dit demain matin, c'est pas boulot, c'est docteur, quoi. On va aller voir quelqu'un parce qu'il faut que ça stoppe. Et moi, alors, dans le déni total, j'ai le Covid. C'est ça que j'ai attrapé. Oui. Je suis pas bien. Je me sentais pas super en forme, ça doit être le Covid. Le médecin, il a éclaté de rire. Hein. Il m'a dit non, c'est pas un Covid, là. Vous êtes en surmenage. Donc là, on est en printemps 2020. On est juste après les vacances d'été. On est vraiment au retour des vacances d'été. Et voilà, le médecin il me dit on va vous arrêter un mois déjà. Hein, on va prendre ça. Pour moi, c'est le bout du monde. Parce que tu avais jamais. Ah mais jamais. Je me suis jamais. Je vais travailler malade. Donc culpabilité. Ah ouais, à fond. Pour tes équipes? Bah pour moi, pour les équipes, pour les gens que tu laisses, voilà, tu penses qu'ils vont être complètement perdus, mais comment vont-ils faire sans moi demain? Alors que pas du tout. Ils vont se débrouiller, ils vont s'en sortir, ça va bien se passer. Et puis c'est ce moment. La vrille, elle se fait très très vite. Je pense que l'idée de quitter et de faire autre chose, être au tête déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. J'avais fait un déjeuner avec un ami, un copain de fac. Cyril, qui j'espère écoutera ce podcast, dans une guinguette qui s'appelle Chez Jojo. Alors là, franchement, c'est le coup ultime parce que mon père s'appelait Joseph et donc son surnom c'était évidemment Jojo. On mange tous les deux chez Jojo. C'est incroyable cet endroit, sur les bords de Loire. Lui, ça fait déjà quelques années qu'il a monté son entreprise à Angers. Il fait de la vidéo, il fait du drone, il fait des trucs, il s'éclate. C'est le monsieur vidéo du secteur. Et on discute de ce qu'on aime et de ce que moi j'ai un petit peu en tête. Et très clairement, ce déjeuner, c'est le tournant. Hein. C'est le truc qui me fait dire il y a sûrement un truc à faire. Le côté geek avec les drones, évidemment, c'est un truc qui revient très vite. Et puis voilà, donc cette idée-là, elle va cheminer. Évidemment, je me mets à en faire de plus en plus de la vidéo pour moi. J'ai un salaire confortable qui me permet... pendant tout ce temps-là de m'acheter des jouets et puis de m'amuser, de m'éclater. Et puis ça vient très très vite. Et au moment où je m'arrête, alors déjà je vais pas rester 107 ans à rien faire. C'est pas le tempérament. Donc il faut trouver quelque chose à faire. Bon, je vais apprendre assez vite qu'il va falloir prendre le temps de se reposer parce que on m'explique. Et puis on m'explique qu'il y a 10 ans de fatigue cumulée. Et qu'il va bien falloir qu'à un moment ça se repose un peu, parce qu'on n'est pas fait comme ça, quoi. Si on a mis les vacances en place et les week-ends, c'est pour une bonne raison, quoi. Le corps, l'esprit a besoin de se reposer de temps en temps, donc je décide très sciemment d'une part d'annoncer que cet arrêt de travail, ça va être le commencement de la fin, et que donc il faut négocier la sortie, et que je vais monter autre chose. Et que je vais partir et que je vais tenter l'aventure, justement, de faire de l'image mon métier, quoi. Et ça se passe comment, le départ? Le départ est tendu, hein. C'est des négociations. Il y a une partie dont, évidemment, je n'ai pas le droit de parler, signer des papiers. C'est un peu tendu parce que je pense qu'ils s'y attendent pas vraiment. Et puis, on n'est pas d'accord sur comment on va partir, comment on va se séparer. Voilà, donc ça prend du temps. Mais ça et pendant ce temps, tu peux... Ouais, je me pose. Tu peux te poser. Ouais, j'ai vraiment un temps de pause qui est important. Ça dure combien de temps? Ça doit durer 3-4 mois, un truc comme ça, où vraiment... là, je reprends un peu de temps contemplatif, des choses comme ça. Je me dis, je profite, les enfants sont à l'école, ma femme est au travail. Je dis, voilà, il faut... vraiment prendre le temps de faire les bonnes décisions. Je suis approché évidemment par des concurrents qui ont entendu que je sais pas trop comment, mais ils ont entendu que ça sentait le roussi. Milieu partout. Voilà. Donc il y a une réflexion qui se pose
au moment où il y a une offre qui tombe sur la table. Et très clairement, après discussion dans le cercle familial, le truc revient de se dire, mais d'accord, ok, c'est une autre boîte, pas la même taille, etc., mais tu vas refaire la même chose. Et c'est de l'opérationnel, et c'est plein de gens, et bon, c'est reparti, quoi. Donc non, on décline et on n'y va pas. Et après, bah voilà, une fois que tout est signé et que le départ est acté, bah, le lendemain, c'est bon. Le siret est ouvert. Le siret est ouvert le lendemain. Tout est prêt pour y aller, quoi. Okay. Et commence la phase de prospection, de recherche de clients, parce que c'est bien beau d'avoir l'idée de faire de la passion, de dire voilà, ça fait des années que j'en fais, etc., mais je ne l'ai jamais fait professionnellement. C'est un autre monde. Il y a de la concurrence. Donc il faut arriver sur le marché, et puis c'est un concurrent de plus qui arrive, donc on n'est pas accueilli à bras ouverts. Est-ce que ton positionnement, est-ce que aujourd'hui, ce qui fait, on va dire, ta marque de fabrique, elle était déjà prête, identifiée? Pas du tout. Comment tu as... Je suis vraiment arrivé. Je suis arrivé avec l'idée, je vais faire du drone. C'est ça qui me plaît. Et voilà. Et puis bon, on prend une caméra à côté parce qu'on fait du drone, on fait du sol un peu. Et puis j'y vais comme ça. Donc je réponds à de la demande précise sur le drone en particulier. Tu t'étais formé en... Ouais, j'ai une formation donc de télépilote avec licence, brevet, etc. Enfin tout ce qu'il faut encore aujourd'hui, hein, malgré les changements de réglementation. Beaucoup croient qu'on peut faire ce qu'on veut depuis le 1er janvier 2024. Bah, c'est toujours pas le cas. Je vous encourage vraiment pas à le faire parce que ça coûte cher si vous faites attraper. Ça coûte même très très cher. Mais voilà, je pars là-dessus. Je vais faire ça. Je vais faire du drone. Je fais des petits festivals locaux. Je fais des fêtes, des présentations d'entreprises. Déjà un petit peu de chantier, des choses comme ça. Et comment tu trouves ces... je fais un peu de prospection, et puis c'est le bouche à oreille, le relationnel. Et du coup, tu en parles, tu te déplaces. Je me déplace, je fais des réseaux, d'entreprises. Beaucoup, je m'inscris très très vite. Parce que justement, sur la discussion avec Cyril dont je parlais tout à l'heure, il me dit voilà, le premier truc à faire et que lui, il n'a pas fait quand il s'est lancé, c'est d'intégrer des réseaux d'entreprises. Et il dit, ce qu'il m'explique, c'est que très clairement, s'il avait fait ça dès le début, il aurait gagné un an. Donc il me dit, t'as négocié ton départ, t'as des sous pour te lancer. J'ai sécurisé les choses, hein. J'ai 4 enfants, j'ai dit on y va, on va pas y aller n'importe comment non plus, on essaie d'être un peu sérieux quand même. Et donc je vais les premiers réseaux et je travaille, voilà, je pense que ça me prend 3-4 mois à me dire l'offre, on est à côté. Il y a un truc qui va pas, et si je fais que ça, que du drone, ça va pas marcher, et ça va s'arrêter. Voilà, je vais tenir 2 ans et ça sera fini. Donc il faut réfléchir à comment est-ce que je peux améliorer ça, en tout cas changer l'offre et trouver quelque chose qui me plaît. Et puis petit à petit ça se construit, quoi. C'est au fil des échanges avec plein de gens, avec des confrères, des consoeurs, avec des gens qui font des activités complètement autres, avec l'appétence que j'ai sur d'autres sujets comme la com. Enfin une partie de la com, il y a des choses que je sais faire, d'autres que je sais pas faire du tout, donc je la file aux copains. Mais c'est un travail il y a un cheminement en tout cas dans la création d'entreprise, la définition de l'offre. Oui, c'est du temps passé, j'aurais certainement pu en gagner plus. Maintenant ça s'est construit comme ça et puis finalement ça s'est bien construit. Aujourd'hui ça marche bien, donc tant mieux. Aujourd'hui, 3 ans après, les réseaux, il y en a surtout un, je pense. Ouais, alors je suis présent à différents endroits, et effectivement il y en a un en particulier, puisque je suis président du club Carbao de Saint-Brieuc. C'est par là qu'on s'est rencontrés. C'est là, ouais, je suis venu faire un tour dans le Carbao Lannion-Perros, puisque le réseau permet d'aller visiter les clubs à côté, c'est l'occasion. Et donc Erwan Fajol m'a dit, mais viens nous voir. Donc Erwan qui m'accompagne d'ailleurs aujourd'hui sur sa partie conseil d'entreprise, c'est lui mon conseiller. Pilotage. Exactement, du pilotage d'entreprise. Ça aussi, je l'ai voulu, alors je fais une aparté là-dessus, mais je l'ai voulu très tôt. Donc avant, c'était quelqu'un d'autre, Frédéric Garcia, qui s'occupait de moi. Et puis Frédéric a changé d'activité et désormais, c'est avec Erwan que ça se passe. J'ai voulu avoir ça. Alors, j'ai fait de l'opérationnel pendant une dizaine d'années. Donc les tableurs Excel, c'est bon, je maîtrise. Les charges, ce genre de trucs, je vois bien. C'est pas ça que je suis venu chercher en ayant quelqu'un qui fait du pilotage d'entreprise, c'est d'avoir un regard extérieur.
Et je pense que c'est exactement ça qu'ils font. C'est-à-dire, quand tu es chef d'entreprise, tu es la tête dans le guidon, tu fais ton activité, tu lâches pas. Sauf que tu regardes pas les chiffres. Et moi, alors, très clairement, l'administratif, c'est plus mon truc. Ça n'a jamais été vraiment mon truc, mais là, vraiment me plonger dans les trucs, faire des tableurs, des machins, ça m'intéresse plus du tout. J'ai plus envie de le faire. Je pense que j'ai fait un blocage. Dès que je vois l'icône Excel, ça me fait un blocage, un petit sursaut. Ouais, ça se passe pas bien du tout. Et puis tu avais l'habitude d'être tellement avec tout le monde en réunion, en échange, en interaction, que pour toi, c'est pas parce que tu es indépendant, solopreneur, que tu n'as pas le droit de constituer une petite équipe, quoi. C'est ça, d'être accompagné d'une part, et puis c'est ce qu'on va trouver beaucoup dans les réseaux d'entreprise, et c'est un discours qui revient très souvent, c'est de rompre la solitude du dirigeant ou de la dirigeante. C'est vrai que quand t'es lancé, c'est super de travailler pour soi, mais on travaille vraiment pour soi, et malheureusement, beaucoup travaillent tout seuls pour eux-mêmes, et ça, c'est un vrai sujet. Donc on va pouvoir rompre cette solitude avec des groupes qui vont se constituer. Alors il y en a plein, hein. Il y a énormément de réseaux, il y en a des dizaines, même plus que ça. Il faut trouver faut trouver l'endroit où on est bien accueilli, où ça se passe bien, où les échanges sont top. Moi je suis arrivé, donc Cyril est aussi Carbao à Angers. Okay. Je crois même qu'il est président du Carbao d'Angers maintenant. On suit un parcours similaire, on a eu la même formation visiblement. Bref. On s'y trouve bien, et moi je suis arrivé comme ça, il m'a dit tente Carbao, tu verras bien si ça te convient ou pas. J'ai été très bien accueilli tout de suite. Je suis arrivé la première fois, ils m'ont dit le plus simple c'est que tu prennes 20 minutes pour te présenter, puis après on voit si on t'accepte dans notre club ou pas. Donc je suis arrivé avec plein de jouets partout, des drones dans toute la salle, donc forcément ça attire l'œil. Et puis ils m'ont dit viens, t'as l'air gentil, viens. Et puis très vite ils m'ont dit mais tu gères les réseaux sociaux. Super, ce serait bien que tu t'occupes de ceux du club. donc j'ai commencé à faire ça, et il y a un peu plus d'un an, Walter Bellon, le fondateur, le boss, quoi, hein, le big boss de Carbao France, vient à Saint-Brieuc sur une de nos réunions. On est dans une école juste à côté, on fait notre réunion du mercredi matin, et il me dit c'est bien les réseaux, ça marche et tout. Il me dit de toute façon après tu vas faire président. Je dis non, je vais pas faire président du truc. Il me dit ça va se passer comme ça, je le sens bien. Les choses se passent, le temps passe, et puis au moment où Virginie et Ronan décident de laisser la place, ils ont fait 2 fois 1 an, et puis c'est bon pour eux, ils veulent passer à autre chose, et puis revenir du côté plus cool de la table, hein, c'est-à-dire t'es pas obligé d'animer toute la réunion. C'est vrai que dans le club, là, assez naturellement, l'élection a été compliquée, j'étais le seul candidat, donc c'est vraiment, ça faisait un petit peu... Et candidat de toi-même Candidat de moi, j'ai été sollicité quand on m'a dit mais tu veux pas? Allez. Vas-y, s'il te plaît. Monte sur l'estrade. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est top, on est un bon groupe, en plus là on a un groupe qui croît, donc on a plein de nouvelles personnes qui viennent nous rencontrer, et des gens qui souhaitent adhérer, nous rejoindre, avec plein de corps de métier très différents les uns des autres. On vient d'accueillir une commissaire de justice. Elle a passé du temps à nous expliquer ce qu'elle faisait. Et alors oui, le métier huissier, commissaire, on le voit un peu de loin, puis on en a un peu peur, hein. C'est quelque chose d'inscrit quand même dans la mentalité. Là, très clairement, elle nous a montré tout ce qu'elle pouvait apporter aux entreprises. Et je pense que ça a fait tilt à tout le groupe. C'est te dire, mais ça, elle peut apporter une solution très claire à ça. On a un déménageur. Souvent pour des gros problèmes. Ouais, pour des gros problèmes. Ouais. C'est, quand on commence à faire appel à eux, c'est que ça va plus. Hein. Donc c'est vraiment intéressant de plonger dans cet autre métier-là que je connaissais que de loin. On a un déménageur qui vient d'arriver, des gens qui font du standard téléphonique. Il y a plein de gens, plein de métiers. On a une 20aine de personnes aujourd'hui à Saint-Brieuc qui sont présentes tous les 15 jours pour ce club-là. Et puis à côté de ça, je suis aussi présent dans des rencontres dirigeants plus libres.
c'est-à-dire on n'est pas en club fermé avec une non-concurrence à l'intérieur, et qui m'amène à rencontrer aussi plein d'autres personnes un peu partout, donc dans le réseau d'Isnabaye. Et j'étais à Nantes là cette semaine, j'ai rencontré voilà, un autre pilote de drone, mais qui fait que du drone. Et puis d'autres, des gens touchants, des gens avec des histoires, des gens qui ont leur activité, des associations à côté. Enfin, c'est vraiment plein de parcours de vie super intéressants. C'est beaucoup de rencontres en tout cas. Et c'est comme ça que souvent on se nourrit Oui. et on évolue. Alors aujourd'hui aussi, il y a une part incroyable, c'est ton image. Ouais. Part incroyable, on te voit partout. En tout cas, c'est le retour de beaucoup de tes clients, de tes partenaires. Moi, effectivement, de quelques concurrents aussi. Pour venir, bah oui, ça marche. Ça marche. Pour venir ici, je me suis dit, je vais trouver le camion avec ta trombine. C'est ça. Effectivement. Comment ça s'est mis en place? Est-ce que c'est pas anodin de prendre un camion et de le logoter comme ça? C'est ça. Comment ça s'est construit? Alors, c'est un processus qui a mis du temps. Ok. Quand j'ai commencé, j'ai montré beaucoup ce que je faisais, les vidéos des autres entreprises, etc., en disant « Hey, c'est moi qui l'ai fait. Hey, c'est moi qui fais ceci. » Donc voilà, j'avais une communication qui était comme ça, et je me disais « Il faut que je montre aux autres, et ça parlera aux gens, etc. » Ce qui est vrai, ça marche. Hein. Tu fais des vidéos de chantier, tu montres à des gens qui font des chantiers, je leur dis voilà, on peut faire ça. Ça fonctionne. Mais je me rends compte, et c'est vrai que pour avoir suivi voilà, beaucoup d'influenceurs toute l'année dernière et même l'année d'avant, le discours sur la marque personnelle et ton positionnement, toi-même, tu représentes ton entreprise, il est vraiment important à développer, et encore plus aujourd'hui. Le truc, c'est que je me voyais pas faire c'est ce que je dis aux gens, faites pas de selfies en photo de profil, par pitié. Arrêtez les selfies en voiture, au bureau, tout ça, c'est hideux. Appelez un photographe, n'importe qui, faites une séance photo pro et vous aurez une belle photo. Enfin, normalement. Et donc, j'avais personne, en fait, pour vraiment me prendre en photo dans un cadre vraiment professionnel. L'année dernière, donc, j'avais Romane en alternance chez moi, et on a commencé à faire des photos. Elle a changé de voie entre-temps. Elle s'est décidé qu'elle allait s'orienter vers autre chose. Mais toute cette année où elle a été là, j'ai dit c'est l'occasion. J'ai quelqu'un qui maîtrise la photo, faisons des photos. Et puis on a dû commencer vraiment à le faire. C'était la période de Noël, avant Noël, et à faire des photos où on s'est dit tiens, si on faisait un shooting un peu délirant, on a acheté des décos de Noël, des trucs, on s'est mis des chapeaux et on a fait n'importe quoi. Photo la plus vue de mon fil LinkedIn ever. C'est un truc hallucinant. Il y a du commentaire de partout, du like. Et 2 semaines après, j'ai des appels de gens qui me disent ouais, on peut faire des photos nous aussi, là, le chouette fond noir, le bel éclairage, c'est ça qu'on voudrait. Je dis en fait c'est ça, quoi. Il faut que je me montre un peu plus peut-être. Et puis j'ai continué à me montrer. Et quand mon camion est arrivé, donc j'avais ma photo sur les cartes de visite, la base. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on logote et comment est-ce qu'on fait le covering du camion. J'ai envoyé à la boîte qui est à l'emballe chez Laurent une photo et j'ai dit voilà, c'est ça que je veux sur mon camion. Il m'a dit t'es fou. Très bien, super. Et donc je suis allé au covering. C'était la réaction que tu attendais. Ouais, qui me dit c'est super. Et donc il y a ça, on a un petit panneau devant la porte annexe du bâtiment où c'est aussi ma tête. J'ai fait dessiner ma tête sur mes chaussures. Le gars s'aime beaucoup. C'est ce qu'on dit là, c'est un petit souci. Donc non, tout va bien. Tout va bien parce que ça fait parler de toi. Ouais, ça fait parler de moi. Et c'est dans le détail quoi. Là, les chaussures, c'est la joke. Hein. C'est le truc marrant. Je dis ah ouais, je connais un illustrateur à Saint-Malo, Reg, et qui organise Intramuros aussi. Et je dis, tu peux me faire ça sur les chaussures? Ouais, bien sûr. Donc, je lui envoie 2 paires et je récupère. Il m'envoie l'idée. Je dis, c'est génial. C'est exactement ça que je voulais. Il a réussi à extraire la photo pour en faire un dessin. Donc, vraiment à main levée, ça rend super bien. Et j'ai des chaussures uniques. Et ça, c'est mon 2e post Instagram, LinkedIn, le plus vu. J'ai récupéré les chaussures, j'ai fait un beauty shot ici, vraiment un pack shot promotionnel, comme si on faisait des chaussures de marque. Et je l'ai balancé sur LinkedIn et tout le monde a liké. Il est dingue, c'est super. Et moi, j'ai trouvé ça génial comme réaction.
Donc, et puis quand je vais sur des événements, les gens ils regardent et maintenant ils me demandent si j'ai mis mes chaussures. Ouais, c'est bon, le job est fait quoi. Donc c'est comme ça qu'on se fait connaître, qu'on se fait voir. Effectivement, faut passer la barrière. Hein. Je crois que le truc que j'entends le plus chaque semaine et encore ce matin, c'est je suis pas photogénique et je suis pas à l'aise devant l'objectif. Ouais, personne. Enfin, si. Personne, c'est Jean, comme dans le podcast. Jean Hein. Dujardin, il est ultra à l'aise. Il n'y a pas de souci. Mais c'est son job. Les gens sont pas à l'aise. C'est normal. Mon boulot, moi, c'est d'avoir ce mouvement des épaules qui s'abaissent pour sentir qu'on se décontracte un petit peu. Et ça y est, on va pouvoir avancer, on va pouvoir faire quelque chose. Il y a des séances photos qui se font en 10 minutes et il y a des séances photos qui se font en 1 heure. Ouais. Ça va dépendre. Et des fois même en 1 heure, on n'a pas vraiment l'image qu'on voudrait. Et pour certains, alors ça va très très vite. En 2 mots, pouf, ils posent et c'est parti. Et on a exactement les images qu'il faut. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Je le comprends. Hein. Moi, j'ai été longtemps comme ça. Et c'est certainement pour ça que j'ai pris beaucoup de photos. Parce que c'est une position très confortable derrière l'appareil. Devant, je pense que Iwen pourra en témoigner sur certaines prises quand on réalise nos vidéos ici. Certaines, ça se passe bien. D'autres, il faut faire vraiment, vraiment beaucoup de prises pour y arriver. Il suffit de buter sur un mot, une expression. Finalement, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Ça peut être une catastrophe. Et puis, faut reprendre parce qu'il va bien falloir la sortir quand même. Mais c'est vrai que c'est une position facile derrière la caméra. Je comprends. Maintenant, ouais, je suis présent. On voit ma tête. C'est aussi une autre partie du boulot qu'on a entamé en fin d'année dernière, de développer des vidéos marques personnelles. Et je pense qu'il y a un moment, voilà, cet adage anglais qu'on voit beaucoup dans le marketing, le don't tell, just show, c'est très vrai. Donc on arrête d'en parler, on montre le bon exemple, on fait les choses et on dit voilà, ça va pouvoir donner ça si vous travaillez pour nous. Et les retours que j'ai sont très positifs. Il y a beaucoup d'interactions. On l'a fait là, il n'y a pas très longtemps pour Ulrich qui est donc expert en logistique et supply chain. C'est pas sexy. Si sexy que ça. Ouais, ça, tu te dis, comment est-ce qu'on va pouvoir tourner ça? Donc il a fait son texte. Derrière. Ouais, c'est ça. Et on s'est mis en interaction quand il est venu ici. Les premières prises, c'est les premières prises, c'est normal. On les laisse, ça fait un bêtisier, c'est chouette. Non, on garde comme ça fait un bêtisier, oui. C'est toujours c'est toujours marrant de la voir et puis on peut le ressortir, ça fait une autre publication qui peut être rigolote et bien partagée. Et puis on s'est mis, encore en mode, c'est quelque chose qui marche très bien, en mode de discussion, tous les deux. Et puis quand je sens que ça y est, qu'il a l'énergie pour y aller, là on l'a refait. Et la première qu'il a refait, où vraiment il se présente, il est impulsif, ça y va. Là, il l'a mis sur ses réseaux, il fait un engagement de fou dessus. Génial, ça marche, quoi. C'est exactement ça. Donc, ce qui est top, c'est je le fais pour moi. Les clients le font et utilisent les vidéos qu'on produit pour eux, et ils ont des bons retours. Donc, du coup, ils nous recommandent. Et puis, on met en place une chaîne de recommandations qui est pour l'instant vertueuse. Est-ce que, du coup, c'est parce que tu as cette longue expérience dans l'industrie, énergie, bâtiment, chantier vraiment opérationnel, que aujourd'hui ce sont principalement ce type de clients que tu accompagnes ou que tu comprends, que tu arrives à faire switcher, on va dire, sur cette prise de parole, sur cette communication et visibilité? Ouais, alors c'est vrai que j'ai des expériences vraiment multiples. Sur ce type de personnes qui font du coaching, de l'accompagnement en entreprise, de la gestion logistique, des choses, on va se dire c'est pas fun, du RH ou des choses comme ça. Ouais, c'est pas fun, mais il faut trouver le bon moyen d'en parler. Donc oui, j'en ai côtoyé beaucoup, donc j'arrive à adapter le discours et à faire en sorte que ça se débloque à un moment ou à un autre. Maintenant, s'adapter, alors c'est vrai qu'après quand je suis avec des coachs, fitness, bien-être, tu vois, c'est plus facile. S'ils sont déjà dans une dynamique de communication, on est lifestyle, c'est cool, yeah. C'est peut-être un peu plus facile. Maintenant, il faut aussi réussir à les tempérer un petit peu, dire alors là ça part trop. Faut aller sur du sérieux. Faut aller sur un peu de sérieux. Mais oui, l'adaptation, de toute façon, elle est au cœur c'est au cœur de notre métier. On fait des vidéos pour tout type d'entreprise.
Aujourd'hui, je travaille avec des solopreneurs et demain, je travaille avec Cifas sur un chantier énorme à côté de Nanterre. C'est pas la même approche. Il faut vraiment s'adapter à ça et c'est pas les mêmes attentes non plus. Et donc chacun. ta région, oui, ton terrain de jeu, pardon, il est grand. C'est le monde. C'est le monde. Non, alors c'est effectivement Bretagne, Pays de la Loire majoritairement. Et après, on est amené sur des gros chantiers à aller Île-de-France, Ok. Paris, Saint-Brieuc, c'est la banlieue parisienne maintenant. C'est 2 heures de TGV, t'es au cœur de Paris, donc on met parfois moins de temps que Avec des tout gens ton qui habitent. matos, tu dois réserver plusieurs. Non, ça va parce qu'on a. Alors, j'ai un set vraiment portable, 2 sacs à dos et on peut y aller. Enfin, 2 sacs à dos, je m'entends. 2 gros sacs à dos, des sacs vraiment spécifiques pour le tournage vidéo. Il n'y a que vraiment si on doit emmener les trépieds et tout, là, c'est plus compliqué. À partir du moment où c'est accessible en train, c'est gérable. Justement, le matos, donc c'est une part d'investissement importante. Ouais. Comment tu fais pour peut-être maintenir une certaine qualité mise à jour tous les ans euh, et, et te former aux prochains matos? Alors, le matos a évolué sur les premières années. J'ai augmenté le nombre de caméras présentes pour pouvoir répondre à différentes demandes. Maintenant, j'estime que ce que j'ai permet de travailler très correctement dans ce que je fais, de ce que je produis. Donc, j'ai pas vraiment de nécessité, hormis ce côté geek qui va pas disparaître comme ça, d'acheter les toutes dernières caméras qui font des trucs de fou et puis qui me serviront peut-être une fois dans l'année. Au regard du prix des caméras, faut vraiment. Tu loues de temps en temps? J'ai pas eu l'occasion, mais je sais que si je connais les services qui le font, si vraiment il y a un besoin spécifique, autant la louer. On la prévoit dans la prestation et puis ça sera tout aussi simple. Maintenant, pour ce qu'on utilise en interne, là, on est filmé par un GH6, un G9. C'est des caméras qui sont, qui marchent très bien pour ça et qui font le job aussi bien là sur de l'interview que sur de la vidéo d'entreprise. Et puis les drones, il y a des évolutions tous les ans. Il y en a au minimum un nouveau dans la marque qu'on suit qui sort tous les ans. On va peut-être pas changer tous les ans non plus. Il faut les amortir. Là, pour le coup, il faut avoir peut-être un petit côté entrepreneur et gestion en bon père de famille, comme on disait dans les années 80. Et tu investis, tu achètes directement avec ta trésor ou tu finances? Ça a été financé la plupart, ouais. Ok. Il y a une partie au tout début, c'est du perso et je les ai achetés comme ça. Et après, je fais financer, ouais. Ok. Et du coup, après, donc oui, avant tu faisais de la photo, de la vidéo, mais il y a une partie de montage, il y a une partie de prod, il y a une partie de réalisation. Ça, comment Alors, tu le gères? Comment tu t'y es mis? alors, le montage, l'usage du logiciel, je crois que je l'ai ouvert une fois. J'ai compris comment ça marchait. Ça a été bon, ça a été plié, ça. Voilà, je me dis, quand même un gros côté geek. On retrouve des modes de fonctionnement. Après, aller se perfectionner, on prend des cours à distance pour la plupart, et puis on essaie d'apprendre les petites techniques, la chose qui change, puis on regarde beaucoup de vidéos. D'autres, et puis on essaie de s'inspirer, de se dire mais comment il a fait ça? C'est le plan, le truc qui va t'énerver pendant 2 jours, c'est pas possible, je sais pas le faire. Et donc je vais absolument apprendre à le faire. Et après sur les idées, mais je crois que c'est un truc qui existe depuis tout petit. Je vais entrer quelque part et je vais me dire mais comment je fais pour filmer ça? Qu'est-ce que je ferais là? Et ça arrivait plein de fois. Alors beaucoup sur du paysage, etc. En me disant ouais, ce serait trop bien de passer avec un drone, de raser la colline, d'arriver sur la mer. Voilà, les trucs se construisent dans la tête. Évidemment, c'est éphémère, ça disparaît. Donc c'est pour ça que je conseille aux gens, vous voulez créer du contenu, ouvrez les notes dans votre téléphone. Notez, et puis il y a un jour ça servira. Donc, mais ouais, c'est plus de l'inspi. Puis après, je suis cinéphile aussi depuis toujours. Et à force d'avoir regardé, alors attention, sans prétention aucune sur aucune comparaison possible d'ailleurs, mais on va chercher son inspiration dans tout ce qui a été fait par les grands réalisateurs, les grandes réalisatrices. Et, comme ça qu'on apprend, c'est à force de regarder. Pour la photo, c'est pareil.
C'est en regardant les photos, alors on a plein dans le bureau, mais de l'agence Magnum, par exemple, tout ce qui a été shooté, des photos qui vous ont marqué dans l'histoire de la photographie. Je pense là, le clown triste que j'ai dans le bureau derrière son chapiteau en train de fumer sa cigarette. Enfin, l'image, elle est tellement... je me dis, mais c'est pas possible, c'est un clown, il doit être rigolo. Ben non, là, il se marre pas du tout. Et elle est incroyable, cette image. C'est crade en plus, c'est mouillé. Voilà, ça ressort quelque chose. Il y a plein d'images qui ont marqué l'histoire de la photographie et tu te dis, waouh, mais comment ça a été fait? Alors, c'est beaucoup des instants, puis certaines sont construites et ça demande du travail. Donc là aussi, formation. Je suis arrivé, je faisais des photos pour moi, des choses qui me plaisaient. Il y a un moment où il faut faire la bascule entre ce qui me plaît et ce qui va plaire, ce qui va servir surtout aux clients. Quand tu t'adresses aux professionnels, faire ce qui plaît, c'est super. Il faut que ça leur serve à quelque chose. C'est ce que je leur dis. Ah ouais, c'est ce que je leur dis à tous. Vous voulez faire une vidéo, c'est génial. Ils veulent tous faire des vidéos. Ils savent pas pourquoi. Des fois, le brief s'arrête à cette phrase. J'ai envie d'une vidéo pour ma boîte. Fin du brief. C'est bon, d'accord, mais pour faire quoi? Pour montrer quoi? Tu veux parler de quoi? À quoi elle va te servir? Alors, des fois, c'est juste pour se faire plaisir, ils ont envie de faire une vidéo de leur entreprise. Génial, ça m'est arrivé d'en faire. C'est super, Okay. T'es libre à 100%, tu sais le début, et puis au final, quand tu creuses sur certains, bah, ils vont te dire, ah ben oui, mais c'est parce que j'aimerais que l'image de l'entreprise soit un peu plus cool en ligne, etc., parce qu'on va lancer des recrutements. Voilà, ok, il y a une idée de marque employeur derrière, et on va aller chercher, on va creuser. C'est pas la même approche. Donc tout ça, ça s'apprend. S'adapter vraiment à ce qui est attendu. Donc ce que je leur dis, c'est si tu fais une vidéo, tu payes une vidéo, si elle est vue par personne, ou juste tes amis, c'est super, moi je suis très content, mais elle va te servir à rien dans ton business. Donc on essaie d'être pragmatique aussi là-dessus. C'est moins funky, mais il faut avoir aussi conscience des réalités. Faire une vidéo pour en faire une, pour une entreprise, ça sert pas à grand-chose, quoi. Et tu aurais eu du coup à avoir une certaine récurrence, à mettre en perspective des besoins réguliers, on va dire, tous les 3 mois, tu shootes chez tous tes clients. Alors pas chez tous. Enfin, une partie. Pas chez tous. On a alors les vidéos de chantier. Outre le fait que c'est super de voir des gros engins dans tous les sens qui balancent de la terre, etc. Le côté petit garçon qui jouait dans le bac à sable, il revient très très vite. Je dis, wow, c'est incroyable, les grues et tout, les mouvements, donc ça a vraiment des images géniales à faire. Mais ce qui est super pour nous, c'est qu'un chantier, ça se fait pas en 2 jours. Donc on prévoit de passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça peut s'étendre sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de la taille du chantier. Donc, sur ce type de projet vidéo-là, on sait qu'on a de la récurrence et qu'on va avoir de la durée. Et en général, une vidéo de chantier, une fois qu'elle sort, nous en amène une autre, etc., parce que l'autre a vu que telle boîte avait fait sortir sa vidéo et ça leur plaît. C'est des bons supports de communication et eux, ils s'en servent après, derrière. Et voilà, une société pour laquelle on travaille, c'est systématique. Chaque chantier est filmé. Ça fait partie du process. Ils l'incluent dans leur coût. Et quand ils font des salons, ils ont des écrans géants avec tout ça. Toutes les vidéos. Et on ne m'ôtera pas de l'idée que quand tu es sur un salon, tu as tes commerciaux, ils sont là, mais happer le regard des gens. Si tu as un écran qui tourne avec des images qui tapent, là vraiment, le commercial n'a plus qu'à... La personne s'est arrêtée. C'est comme sur Internet, hein, tu arrêtes le scroll, tu as gagné, c'est bon. La personne s'est arrêtée, il faut faire ton job après de commercial et vendre tes prestations. Donc là-dessus, on a de la récurrence et on a de la récurrence pour les clients dont on gère les réseaux sociaux, puisqu'on prévoit dans le package de faire des passages réguliers sur des évolutions. Là, par exemple, ce matin, c'était dans un magasin d'ameublement qui va entamer des travaux. Donc, on a fait les vues d'avant. Il va y avoir les travaux. Il va y avoir un moment où ils vont liquider leur stock pour pouvoir faire place nette et être prêts à accueillir les travaux et transformer le magasin. Donc, on va avoir du avant, pendant, après. Et après, on fait plein de passages donc, qui sont prévus dans les prestations réseaux sociaux. On le fait pour une coach aussi très régulièrement et pour une autre société de services où on vient, on crée du contenu. Donc forcément, il y a de la récurrence. Après, dans notre milieu, il y a aussi du one-shot. On va faire une fois et puis ça sera très bien. C'est comme ça. Ouais, sur l'événementiel, on a la récurrence de l'événement. Si on a bien travaillé l'année d'avant, ils nous rappellent. Et puis si ça leur a pas plu, ils ne nous rappellent pas. C'est pas arrivé encore. Donc c'est que ça va. On vient de faire 2 années de suite Intramuros, c'était incroyable. À Saint-Malo. À Saint-Malo, c'était génial. Une grosse fête. Et puis là, c'est vraiment l'événement qui me plaît.
parce que donc j'y vais, on était avec Iwan cette année, et puis j'emmène d'autres freelances, d'autres gens qui font la même chose que moi, qui sont dans le même secteur. C'est aussi mon approche de la concurrence. Des confrères. Des confrères, c'est ça, ouais. Mais c'est un vrai sujet de discussion. Comment est-ce que tu approches ta concurrence? Bah, ça dépend. J'ai des gens qui sont vraiment des concurrents, et puis d'autres pas. Pour la petite histoire, au début, je faisais que du drone. Et donc, Thibaut Maître-Jean, qui est installé depuis longtemps maintenant et qui fait de la vidéo avec une qualité de fou, il a eu besoin d'un pilote de drone sur un projet éolien. Et on se connaissait pas, il a trouvé mon téléphone, il m'a dit t'es dispo après-demain, t'es en lancement, t'es dispo. Oui. T'es dispo. Surtout quand le gars que tu suis et que tu dis il travaille super bien, il t'appelle, tu dis t'y vas. Tu te débrouilles, tu gères ton planning comme tu veux, mais t'y vas. Et on a commencé à travailler comme ça, il m'a demandé plein de fois. On a collaboré plein de fois. Bon, maintenant il a passé son brevet de pilote, donc il a moins besoin de moi, mais c'est le jeu. Et là, du coup, c'est aussi déjà l'année dernière et puis encore cette année de dire tiens, t'es dispo, à ton tour, viens sur un de mes événements et puis voilà, on se renvoie la balle. Et je trouve là, on est vraiment dans un échange qui est sain. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de précaré qui se garde et on ne va pas se battre pour. Donc ça se passe super bien. Avec d'autres, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave, on ne travaille pas ensemble. Et puis après, c'est leur choix et je le respecte, aucun problème. Mais on est dans un milieu où on sait qu'on est beaucoup à être soit seul, soit vraiment dans des toutes petites équipes. Donc quand il y a des gros événements, si tu t'entends pas bien avec les gens qui font la même chose que toi, bah, tu n'auras pas l'événement parce que personne ne voudra travailler avec toi. Donc soit tu essaies d'entretenir des vraies relations saines et puis du vrai échange. Il ne s'agit pas de faire semblant d'eux. C'est pas trop. Enfin, ça se voit de toute façon, hein, quand on fait semblant d'eux, ça se voit au bout d'un moment. Et là, tu pourras aller sur des gros événements et répondre vraiment à la super prestation. On n'a pas encore eu l'occasion de faire des gros festivals. J'espère qu'un jour ça se fera. Mais voilà, si un jour le directeur des Vieilles Charrues écoute ce podcast, je peux lui laisser mes coordonnées avec plaisir. On ira beaucoup s'amuser. Ça, c'est sûr. Comment tu t'organises du coup pour faire tout ça sans retomber dans un schéma qui a déjà été vécu? C'est pas facile. Je cache pas que la première année, les 2 premières années, j'y suis allé vraiment au taquet du taquet. Et là, pour le coup, le message, le boomerang est revenu très très vite, hein, en me disant écoute, t'es gentil. Mais, pas compris une fois, le truc quand même, c'était que tu devais être un peu plus présent, donc ça serait bien, et puis au moins qu'on puisse s'organiser. Donc ça a mis du temps, et aujourd'hui, voilà, j'arrive à maîtriser ça. Alors forcément, ma femme a aussi un métier prenant, elle est soignante, donc elle travaille un week-end sur 2, donc on jongle avec des plannings très sympathiques. On a le planning de nos boulots respectifs, notre planning commun, puis voilà, on essaie de jongler avec tout ça, et avec les enfants, les grands-parents, les gardes, les babysitters, etc. Mais c'est un truc. Après, elle comprend aussi que quand il y a des gros événements, il faut s'organiser, parce qu'on peut pas ne pas y être. Mais réserver du temps à la famille, c'est devenu, il a fallu le remettre dans le schéma de fonctionnement, et aujourd'hui je pense qu'on y est. Après, sur l'organisation de l'entreprise, très clairement, Iwan il travaille 4 jours par semaine quand il vient ici. Je veux que ce soit le rythme de l'entreprise. On est beaucoup plus efficient à faire ça, enfin, c'est mon avis. Après, les gens le partagent pas. Le présentéisme, pour avoir vécu dans des grandes entreprises, c'est autant un fléau que l'absentéisme. Les gens qui viennent au bureau, et puis ils sont là, mais ils n'ont rien à faire. Donc ils passent du temps sur Candy Crush, ou à regarder des sites internet, ou à passer sur Facebook. Ça sert à rien du tout. Autant qu'ils soient là une journée de moins, qu'ils soient plus efficaces, plus concentrés. On s'en rend bien compte. L'efficacité, si des grands groupes comme LDLC ont réussi à le mettre en place, et qu'aujourd'hui ça fasse partie de leur politique entreprise, et quand tu vois les reportages sur eux, les salariés qui disent si c'était autrement, je resterai pas, et si je devais partir de cette entreprise-là, si la suivante elle propose pas ça, j'irai pas. Le turnover il disparaît, il réduit de manière extrêmement importante, et ta productivité elle bondit. Super. Ceux qui veulent pas faire ça, qui disent non, vous avez rien compris, essayez, vous verrez bien. Je pense que c'est pas mal, et si beaucoup le font, c'est quand même qu'il y a une raison. Donc je me suis dit, si on le fait dès le début, même à petite échelle, moi l'habitude sera prise. Et du coup, toi,
Toi, Moi c'est non, je fais pas du évidemment 4 un 4 jours. jours. Je fais pas 4 jours, j'en fais 5, 6, 7, 8. Il y a 8 jours. 8 en 7. Il y a 8 Ouais, ouais. sur. Non, ça dépend des semaines. On a de la saisonnalité dans l'activité, donc je sais Donc, qu'il y a une partie de l'année où c'est plus compliqué, et puis d'autres où Ok. on est quand même beaucoup plus cool. Donc il faut réussir à lisser ça sur le temps. Maintenant, c'est aussi. Maintenant que c'est lancé et que ça marche, c'est aussi gérer le planning en disant voilà, bah, demain, je serai pas là en fait. Je vais rester à la maison, on est mercredi. Voilà, il y a Club Dorothée. Enfin, il n'y a plus maintenant, mais c'est triste. Et voilà, je m'occupe des enfants, on va faire une balade, on va faire un tour, on fait quelque chose. Donc on arrive à trouver du temps en dehors aussi, parce que ma femme n'a pas des jours, enfin elle n'est pas là tous les week-ends, il y a des week-ends où elle travaille, donc forcément il y a des jours de repos qui vont tomber en semaine. Si ça tombe sur un mercredi et qu'on arrive à se caler tous les deux, c'est banco, on est plus. Donc normalement le mercredi tu fais pas Bah, mercredi c'est Carvao, c'est carrément un mercredi sur deux. Mercredi sur deux. Un mercredi sur deux, mais après oui c'est pas tous les mercredis, mais ça se gère quoi. Quand tout est fait, que tout a avancé, je pense qu'il faut prendre ce temps-là, accepter de le prendre, et puis se poser, c'est plus productif le lendemain. Ouais. Ça marche très très bien. Si t'as une nuit où t'as pas bien dormi, comme cette nuit par exemple, la météo était capricieuse en Bretagne, la journée est plus compliquée. Donc c'est vrai pour tout le monde. Donc podcast. Donc podcast aujourd'hui. Je sais pas si c'était le meilleur jour, j'avais une présentation avant. Ouais, j'ai ramé un peu aujourd'hui. Ça arrive. Et justement parce que donc tu te déplaces beaucoup. Tu dois aller et capturer de l'image. Est-ce qu'il y a des moments où tu le fais? Il y a des moments où tu fais vraiment de la prod? Est-ce que tu fais encore de la prod? Alors, ouais, Sur une semaine type, comment tu gères ça? C'est assez compliqué parce qu'on est quand même tributaire de la météo quasi en permanence. Ah oui. C'est vraiment un facteur extrêmement important. Donc là, sur les dernières semaines, de la prod à fond parce que il pleuvait, hein, donc les drones ça vole pas. Et quand il y a un rayon de soleil, on se faufile pour essayer d'aller faire les 3 images qui nous manquent. Sur un chantier à côté, ça a été exactement ça. Il faisait beau pendant 1 heure, donc on y allait, j'ai pris et on est parti. Okay. Et après, 1 heure après, il pleuvait à fond, donc c'était le bon moment. Donc ça va être dicté par ça va être dicté par le besoin. Si on a une date échéance, notamment sur le retour de vidéos, donc de la prod, c'est vrai qu'Ewen fait beaucoup de montage, j'en fais aussi, il n'est pas là tout le temps, donc j'en fais aussi. C'est pas forcément ce que j'aime le plus faire, mais j'en fais quand même. Et après, ça dépend vraiment de ce qu'on a dans le pipe, exactement. Je cherchais le mot. Il y a beaucoup de choses dans le pipe, yes. Donc on essaie d'organiser les choses. Mais la météo, on est en Bretagne, hein, il faut faire avec. Ouais, tu m'étonnes. On l'aime bien, mais il y a vraiment, quand ça s'aligne 3 semaines d'affilée où il pleut tout le temps. Ça peut arriver, je le dis aux gens qui écoutent, ça arrive, ne venez pas tous en vacances en Bretagne. Quand c'est 3 semaines d'affilée, c'est très compliqué. Et parce que le client, typiquement, il va dire « Ouais, mais demain il fait beau. » Oui, non, mais ça fait 2 jours qu'il pleut, donc ton parking il est trempé, le bâtiment il est trempé, donc ça va se voir, donc c'est pas beau. Donc, alors si il y a un rayon de soleil, il y a un rayon de soleil entre 2 nuages, ça fait juste une grosse tache jaune en plein milieu au sol, ça marche pas non plus. Donc il faut réussir à expliquer ça. Donc forcément, dès que le printemps va commencer à arriver, qu'on va avoir des plages de beau temps plus élargies, plus étendues, là ça va réaccélérer. Ouais, j'avais absolument pas conscience d'une saisonnalité, on va dire. Et du coup, il y a sûrement des offres et des services à mettre en place automne-hiver pour préparer peut-être les beaux jours, aller capturer, mais plutôt en intérieur. Ouais, c'est pour ça qu'on a développé aussi les parties de vidéos marque personnelle, parce qu'elles peuvent se faire en studio, donc soit ici directement, les gens viennent jusqu'à Plérin et puis on les enregistre ici, soit on va directement dans leur boîte, donc, et puis on fait ça dans leur environnement, ou dans un coworking, ça peut marcher aussi. Donc on a tous ces tournages là d'interviews, de présentations, on fait du témoignage client aussi, donc ça
des choses qui se font en intérieur. Ton client vient parler de son expérience avec toi, puis c'est quelque chose qui marche très bien, ça marche beaucoup mieux qu'un avis Google. Ça va frapper parce que c'est un témoignage, il faut essayer là encore se mettre en mode conversation. Et puis on a un discours qui est naturel, qui n'est pas la lecture du script qui a été rédigé avant. Donc ça marche bien. Donc, et autrement, donc, ce qu'on va faire sur cette période où ça peut être un peu plus compliqué, alors on va pas se mentir, hein, il ne pleut pas tout le temps non plus. On a quand même des périodes où même en hiver, on arrive à faire des super shots. Même sur Perros-Guirec, on avait fait sur le port et plein de choses. Et en travaillant un peu l'image, finalement, on est passé de décembre à juillet en 2 réglages sur l'image. Et on a dit, comment t'as fait? C'est de la magie. Je cherche pas. T'as personne en maillot de bain, mais c'est normal, parce qu'il faisait 8 degrés. Mais la lumière était nickel. Donc on était au bon moment. On arrive à s'organiser. Après, sur ce qu'on fait, les réseaux sociaux ne s'arrêtent pas, eux. Et il y a toute une activité qui va arriver alors en fin d'année. On essaie d'anticiper un peu avec les entreprises qui souhaitent le faire, qui est la fameuse vidéo de vœux. Sauf que quand toutes les entreprises se disent le 17 décembre, tiens, et si on faisait une vidéo de vœux, bien sûr, on va faire ça. Et le temps de mobiliser l'équipe, il y a 30 salariés à filmer qui vont faire bonne année, super. Je dis non, il faut essayer de trouver un truc quand même, le temps d'y réfléchir, de l'écrire, de faire en sorte que ce soit sympa, de faire une première version. Est-ce que ça vous plaît pas? L'année dernière, pour une société de service, on a sorti une première version et finale, on n'était pas vraiment, c'était pas fou. Donc on a refait. Donc on a repris des plans, on a refait des choses. Donc tout ça demande un petit peu de temps. Et c'est aussi le décalage qu'on peut avoir entre la vision qu'a la dirigeante ou le dirigeant d'entreprise de ce qu'il veut obtenir et de ce qu'on lui délivre. Des fois, il y a un delta. Et il faut pouvoir le compenser et s'adapter encore à ce format à délivrer. Mais oui, il y a les marronniers, on appelle ça dans l'information. La vidéo de vœux, elle en fait partie et c'est devenu aujourd'hui une quasi-obligation. Hein. Tu ouvres LinkedIn le 2 janvier, il y en a partout. Ça dégouline sur le fil d'actualité. Donc, mon conseil est évidemment de ne pas la sortir le 2 janvier. Je le dis à tout le monde, ne le faites pas, elle ne sera pas vue. Ça ne sert plus à rien. Il y a trop de publications, tout le monde publie en même temps, ça ne marche pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Trouver le bon moment pour publier et que ce soit vu et que ça apporte un vrai message. Certains partent dans des délires, donc ça peut être assez cool à suivre aussi. Ouais, je pense que vous n'êtes absolument pas des freins là-dessus. Non. Jusqu'où tu veux aller avec VF Prod? Est-ce que tu vois une croissance, un développement et avoir un peu plus de personnes, on va dire, à manager? Ou est-ce que ce côté artisanal et du coup refuser des sujets, refuser des clients, où est-ce que tu vas équilibrer tout ça? Alors je pense que oui, manager plus de personnes, mais moins qu'avant, parce que ce serait pas possible. Oui, c'est quelque chose que je vois sur un horizon à 5 ans. Pour l'avoir expérimenté dans un groupe d'intelligence collective, oui, c'est vers quoi je tends. Pour développer la créativité, pour aller chercher plus de choses, maintenant il y a vraiment des limites en termes de nombre de personnes aussi. Je restais sur une entreprise de taille réduite. S'il y a 5-6 personnes, ce sera formidable. Déjà, ça sera beaucoup. Donc on verra, mais il y a du temps. Il y a du temps pour faire les choses, mais c'est possible, bien sûr. Ça nécessitera peut-être de déménager. Oui. Là, à 2, ça passe. 3, je pense qu'on est encore bien. Après, ça va être compliqué vite. Donc tout ça se réfléchit effectivement. Et puis, à voir si on a du fun à le faire ou pas. Oui. S'il n'y a pas, il n'y a aucune raison d'y aller complètement, quoi. Mais ça se réfléchit. On a des gens autour de nous qui nous accompagnent et qui nous donnent des conseils. Donc, on est présent dans plein de... On essaie d'apprendre, en tout cas, cette posture de chef d'entreprise un peu plus, de manière un peu plus intense, notamment avec le CJD ici. Et donc, c'est vrai que c'est des conseils vraiment de dirigeantes et de dirigeants qui sont
pas contre la bouteille, comme on dit. Tous les conseils sont bons à prendre. Donc, Après, il faut les trier aussi. c'est ça, il faut les trier. Et puis voilà, il y a des gens qui managent, qui ont leur entreprise avec 60-70 salariés. Là, je trouve ça vraiment, quand t'es le patron vraiment d'autant de monde, c'est vraiment de la difficulté. C'est super, mais ça peut être de la difficulté au quotidien aussi. C'est vraiment du non-stop. Et puis d'autres avec qui j'ai pu échanger aussi, qui ont grossi aussi, qui font la même chose que moi. Ils ont grossi, et puis ils en sont revenus. Et au final, je crois qu'ils sont 2 maintenant. Je voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'est ça. Ils sont arrivés à 2 et ça leur va très bien. Ils font moins de projets, mais ça leur plaît plus. Et ils ont sélectionné, et puis ça s'est fait naturellement. Donc il faut voir aussi si on y trouve du plaisir, et si ça se passe bien. Après, dans l'idée d'avoir une vie de famille épanouie, oui, je pense qu'il faut un peu plus de monde pour que la vie de l'entreprise continue sur des moments où tu n'es pas là. Et si l'entreprise fonctionne quand tu n'es pas là aussi, je pense qu'il y a une grosse partie du taf qui est faite, quoi. Ouais, c'est la tranquillité c'est suprême. Un but important. Comment du coup... non, pardon. Est-ce que tu as des moments pour toi, réservés pour toi, je sais pas, pour des passions, des hobbies, des rendez-vous avec toi-même, en dehors du coup de ces 2 pans importants, familial et pro? Ouais. Alors le rendez-vous avec moi-même, c'est très amusant. Ça sera un petit clin d'œil à Marie-Aimée Kirofo qui fait ça, le rendez-vous avec moi-même avec M'_AIME. Ouais. C'est génial ce qui est fait. Donc j'ai déjà fait des rendez-vous avec moi-même avec Marie-Aimée. Et c'est top, un moment de détente. Voilà, faut lâcher prise et tout se passe bien. Mais après, dans le quotidien, je pense que sur chaque déplacement que je fais, et alors beaucoup à Paris, je m'octroie toujours plusieurs heures où je vais déambuler, j'adore ça, dans la ville, de nuit de préférence, avec un appareil photo, évidemment. Mais c'est vraiment le moment où je fais, là, je crois que j'ai regardé l'autre jour, je dois avoir 4 ou 5 000 clichés, et il n'y en a aucun de sorti, parce que je les garde que pour moi. Je me suis dit, c'est dommage quand même. J'ai commencé à en trier, j'en vais en publier peut-être quand même quelques-uns, essayer de voir si ça plaît. J'en ai quelques-uns qui sont sympas, je pense. Donc c'est ces moments-là avec moi-même, c'est vraiment tout seul. Les déambulations, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, même si ça se voit pas trop, je fais un petit peu de sport en salle. Et c'est un moment que j'aime bien aussi, mais sur les sports, on pousse de la fonte, quoi. Donc c'est ça qui m'amuse, de pousser le plus lourd possible. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour la ligne, mais c'est ce que j'aime bien faire en tout cas. Donc c'est ces quelques moments-là, et puis après on a tout. Enfin, les balades ici, elles sont, c'est exceptionnel. On est dans un cadre de vie. Moi, j'habite en pleine campagne. On a accès à la forêt immédiatement, le canal de Nantes à Brest, à plein de trucs, des endroits incroyables à découvrir. Et puis on a toute la côte. Enfin, on habite sur un lieu de vacances, donc c'est quand même extraordinaire. On est chanceux. C'est ça. Ouais, on a fait en sorte. Ouais, on a fait en sorte. Moi, j'ai jamais quitté la Bretagne. Je ne conçois pas qu'il y ait des gens qui habitent ailleurs. Je sais pas, ça me semble bizarre, mais pourquoi pas. Moi, j'ai fait le move. Auvergne-Bretagne. Ouais, c'est sympa aussi l'Auvergne. J'aime beaucoup. Alors, en aparté, la montagne, je passais il y a 3 ans, on était dans les Pyrénées, dans un village, mais minuscule, avec juste un bar tabac. C'est le seul commerce qui reste parmi cette vingtaine de maisons. Et je trouve c'est anecdote extraordinaire. On croise donc la personne qui tient ce bar et on lui demande mais du coup c'est ouvert quand, et le gars te répond quand je suis là. Ah, donc il n'y a pas d'horaire, c'est quand c'est au petit bonheur la chance. Et chacun, ils ont leur rythme de vie et c'est hallucinant. Et on a passé la meilleure semaine de vacances dans un calme absolu. Ah bon, après il faut que ça corresponde, hein. C'est parce que si t'aimes le bruit, c'est pas là qu'il faut aller. Mais vraiment la tranquillité, la vie de village, c'était génial. Des balades incroyables. Enfin bon. Tu devrais faire un petit panneau aussi, toi, une petite plaquette. Quand je suis là. Quand je suis là, ouais, c'est ça. Sur rendez-vous. Sur le camion. Ouais, c'est sur rendez-vous uniquement. Que s'il y a le camion. Que s'il n'y a pas le camion, essayez même pas, je suis pas là. Donc, non, mais les gens ont pris l'habitude. Hein, maintenant, on sait qu'on travaille très peu avec les particuliers. Il y a eu la discussion à un moment avec un designer là, qui ouvrait donc son espace à Plaintel, Anthony Bidan.
de s'installer là-bas et d'avoir un studio ouvert, etc. Mais ça nécessiterait là pour le coup d'avoir quelqu'un en permanence. Donc soit c'est moi, soit tu recrutes. Et de prévoir un studio d'accueil des particuliers pour faire tel et tel type de photos et faire des photos d'identité, faire des trucs comme ça. Et c'est pas ce que j'aime faire. Et puis aujourd'hui, c'est pas le modèle. Je fais quelques shootings avec des particuliers, mais ça se passe en général chez eux, dans leur environnement. C'est beaucoup, alors je sais pas pourquoi, peut-être les gens ont vu des photos de moi et qui leur ont plu. Beaucoup des shootings en naissance, l'arrivée d'un nouvel enfant, peut-être le fait que je sois père de famille presque nombreuse aussi. Presque, c'est à partir de 5. Presque, c'est à partir de beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. J'ai fait un forum métier, donc pour parler de mon métier, de mon travail, dans un lycée il y a quelques temps. Et un des intervenants était là, et donc on parle de nos vies. Et puis il me demande si j'ai un enfant dans ce lycée. Je dis bah oui. Il me dit ouais, tous les miens ils sont passés aussi. Je dis mais vous avez combien ? Il me dit 8. Je fais ah. Moi qui disais avec 4, déjà c'est beaucoup. 8, c'est. Oh, ça se fait bien. Sûrement. Mais là, c'est le bout du monde. C'est transport en commun. Je sais pas comment ils font. Mais c'est, ouais, pourquoi pas. Bravo. Ouais, bravo. Ouais. Après, chacun a ses envies. Si c'est la sienne, eh ben super. Je respecte autant les gens qu'on n'en pas ou qu'on ne veut pas, qu'on pas ce désir-là, que les gens qui en veulent beaucoup. Super. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Aucun jugement dans notre monde actuel, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Tu auras remarqué qu'il y a du jugement quasi permanent sur tout ce que tu fais, sur chaque mot que tu dis. Par moments, c'est assez usant. Mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut et c'est tant mieux. C'est ça qui est beau aussi, la diversité. C'est pour ça qu'on se permet, nous, d'avoir des micros et de ne pas s'imposer de durée, de questions obligatoires, de sujets qu'on n'aborde pas. Voilà, c'est un espace de liberté. Mais complètement. Sur le fil de notre échange, quand je vois le message de savoir est-ce qu'il y a une liste de questions, non, il n'y a pas de liste de questions, c'est comme ça va venir. Et puis combien de temps ça dure, on verra. Ok, ça dépend si on est parti pour 1h30, 2h, 3h. Non, enfin, j'espère pour les auditeurs que ça ne sera pas aussi long que ça. On a planifié un déj. Je sais que je m'aime beaucoup, mais il faut y aller doucement quand même. Et puis justement, il y a plein de manières après de venir et d'en avoir plus. Parce qu'avec tout ce que tu publies, c'est vrai. Ça c'est parfait. C'est vrai. J'en reviens à ce que je disais sur les particuliers. Donc oui, chez eux parce que j'aime bien ça. Chez eux parce que c'est plus facile avec les enfants. Ouais. On le remarque tout de suite. On a tous, et toutes, en tout cas ceux qui ont des enfants, fait la séance famille en studio, et puis on s'est mis pieds nus et avec des jeans et des t-shirts blancs. Je dédicace ce message à Patrick d'Horizon, photographe rennais, et on a déjà eu cette discussion sur la tenue obligatoire en studio, et bon, je crois qu'on a à peu près le même avis là-dessus, que non, viens comme tu as envie de venir en fait, hein, c'est pas McDo, mais viens comme tu es. Et on sait que c'est compliqué, surtout avec des jeunes enfants, quand on est en studio, de les tenir, parce que pendant que c'est les photos du frère ou de la sœur, et il ou elle n'est pas occupée, et puis ça peut être très très long et très compliqué. Quand ils sont chez eux, ils ont leur repère, et le moment où on passe au frère ou à la sœur, il peut aller jouer dans sa chambre, faire un truc, on le rappelle, il revient, il n'est pas dans la même dynamique, il n'est pas... Voilà, il est en vie, il est chez lui, il est content. Il y a le premier quart d'heure, hein, c'est qui ce gars avec ses appareils photo qui est venu chez nous là ? C'est quoi cette histoire ? On m'a pas prévenu, et si on te l'a dit. En plus, on peut pas toucher. Il n'y a pas le droit de les prendre. Non, c'est pas des jouets. Et on passe des super moments. Et les gens sont dans leur intimité, et très très vite là, le coup d'attendre en studio que les gens se décrispent, une fois qu'ils sont chez eux, voilà, tu essayes de sortir 2-3 vannes assez bien placées, et ça va mieux après. Voilà. Tout le monde est détendu. Et on passe un meilleur moment. Donc je limite pour garder un petit moment privilégié, puis ce que je fais autrement pour les particuliers, après c'est les mariages, mais là encore c'est extrêmement limité. J'en fais vraiment pas beaucoup. La première année j'en ai fait beaucoup trop. Oui, parce que tu étais libre. Parce que je me suis dit, allez, tu te lances, il faut que ça marche. Donc tu vas. Autant t'as des mariages qui sont merveilleux,
où l'émotion, elle est là de 9h le matin jusqu'à 2h dans la nuit, et c'est non-stop, et tu as des frissons, tu pleures avec les gens, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc Camille et Benjamin, merci pour cette journée hallucinante. C'était incroyable, un esprit de famille de dingue. Mais j'ai passé un mariage incroyable. Pas avec énormément d'invités, avec beaucoup d'invités, mais pas avec énormément. On a fait des mariages à presque 500 personnes. Tu dis tu sais plus où donner de la tête, il y en a trop. Là, tu es obligé d'avoir un drone. Là, tu es obligé d'avoir du monde avec toi et de pouvoir gérer, parce que sinon, c'est pas tenable. C'est un autre type de mariage, mais le leur tout particulièrement, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué, parce que j'ai été accueilli vraiment comme un membre de la famille. Et ça, c'est rare, hein, ça arrive vraiment pas à chaque prestation. Et j'ai passé la journée avec eux, il y a eu les préparatifs. Je me suis dit que ça allait partir dans l'émotion très très vite. Quand à l'habillage du futur marié, la maman, elle a les premières larmes qui coulent, et tu sens que ça va être comme ça toute la journée et que ça va monter. Tu te dis, on n'est pas rendu à la cérémonie, là, ça va être compliqué, et au discours et au truc, et c'est non-stop, ça s'est jamais arrêté. Et c'était incroyable, une journée hallucinante, vraiment, avec eux. Donc c'était top. Donc l'idée, quand je fais des mariages, c'est d'essayer de garder un mariage où je sens qu'il va y avoir de l'émotion, qu'il va se passer quelque chose. Sinon, je préfère décliner. Et puis, ils trouveront quelqu'un. Orienté. Ils trouveront quelqu'un qui fera ça très bien, et qui va peut-être plus leur correspondre. Il y a une histoire de correspondance, de feeling. Qui est évident, c'est quand même le jour important qu'on veut garder, et la vidéo que, évidemment, on va re-regarder plus tard. Donc on fait pas trop long non plus, hein. Ça fait partie des demandes qu'on a assez bizarres, des gens qui veulent du 45 minutes de film de mariage. Mais pourquoi faire? Peut-être toi, le marié, le couple va vouloir la re-regarder, mais 45 minutes, c'est long. Comme je disais, Jean Dujardin est super doué pour faire de la longueur. Je suis pas sûr que ça marche très très bien là-dessus, et il vaut mieux condenser sur quelque chose qui va faire 10-15 minutes, où on a de l'émotion non-stop. Et quand je reçois un message de la mariée qui me dit on vient de finir, je suis en larmes sur le canapé, c'est gagné. Super, très bien, le job est fait. Tu la re-regardes quand tu veux. Les ans. Vas-y. Et c'est ces gens-là qui ont vécu quelque chose, et qui derrière il se passe quelque chose à chaque fois qu'ils le regardent. C'est ces gens-là qui me recommandent. Et ils me recommandent vers des gens qui normalement sont à peu près dans le même mood qu'eux. Et ça se passe bien, du coup on vit des expériences, des fois dans des endroits hallucinants. Mais c'est aussi pour ça que je veux limiter, parce que je veux garder si tu arrives à minuit, tu te dis il te reste encore 2 heures à faire, et ça fait déjà 3 heures que je m'ennuie, les images ne seront pas bien. Donc trop de mariage tue le mariage, hein. Il faut pas en faire de trop. Ok. Pour garder vraiment cette magie. Ce sens. C'est un métier. Alors, on a la partie très pragmatique, pratique des entreprises, où, alors même si on a ceux qui arrivent en disant on veut juste une vidéo et point, on en a quand même beaucoup qui arrivent avec une idée très claire de ce qu'ils veulent, avec un cahier des charges, avec un but à obtenir. Donc tu fais les images en conséquence, et tu y apportes ton côté créatif, mais ça doit vraiment servir un but. Sur un film de mariage, tu dois retranscrire de l'émotion, donc il faut être en alerte du matin jusqu'à la fin. On va filmer 20 fois trop, et on ne gardera pas tout. Mais c'est d'aller chercher ces émotions-là qui sont toutes en live. Une fois que le moment il est passé, c'est trop tard. C'est fini. Tu as loupé le baiser de sortie de la mairie. Là, planque-toi. Erreur professionnelle. Erreur fatale. La tante qui se met juste devant l'objectif de la caméra au moment où tu es en train de filmer au super ralenti la sortie de l'église. Alors là, on sent le vécu. Hein. Là, ça se passe mais très très mal. Madame, pardon, vous m'avez peut-être pas vu, je suis le monsieur avec la caméra depuis tout à l'heure, mais tu es pile devant. Hein, donc j'ai un gros plan de ta tête sur au moins 200 images maintenant. Je suis très content. Donc c'est du vécu. Mais on s'amuse beaucoup parfois sur des journées de mariage. C'est très amusant. Après, sur les événements d'entreprise, c'est pareil. Hein. Il peut se passer des trucs tout le temps. Je pense qu'en fait, c'est pas un making-of par projet qu'il faudrait faire. C'est le making-of de l'année, de l'agence. Et là ça peut être drôle de mettre un petit peu tous ces moments
très divers, mais qui est en condensé, ça peut être très drôle. Ouais, ça pourrait être marrant à faire. Faudrait que j'y pense. Alors là, c'est quand t'es passé dans le champ, ça c'est quand il y avait ta tête en gros plan. Yvonne avait monté un bêtisier de mes vidéos et la première version était tellement longue que j'ai dit il va falloir raccourcir. Jamais ça part sur les réseaux, il y en a beaucoup trop. C'est là où je me suis rendu compte que dès que je suis perturbé, que ça va pas, il y a des gros mots qui sortent. Je dis ça non plus, ça peut pas y aller. Donc on a condensé. Et puis c'était un truc marrant en fait. Un peu Et puis il y aura une version censurée. Ouais, ça. Et puis un peu d'autodérision, ça fait pas de mal. Hein. Déjà que je monte ma tête partout, si en plus je sais pas me moquer de moi, bon, ça vraiment prendre le gros melon là. Donc c'était marrant à faire et ça a été bien accueilli. Ça fait rire les gens. Il y Tant aura mieux. sûrement une nouvelle version bien actualisée. sûr. La saison 2. C'est ça. C'est ça. La première fois quand on avait discuté, il y avait aussi un côté engagement Ouais. environnemental, sociétal, je pense, fort. Mm. Est-ce qu'il évolue? Comment il est arrivé? Et comment ça se met en place justement dans tes missions? Alors, Beaucoup de questions. ouais, beaucoup de questions d'un coup, mais on va essayer de faire le tri. Comment est-ce qu'il est arrivé? Je suis père de famille, j'ai 4 enfants et alors je sais plus qui disait ça, donc je suis navré, je pourrais pas dire qui a dit cette phrase, mais la planète, on fait juste l'emprunter à nos enfants en fait. C'est eux qui la récupèrent après. Et bon, quand t'as 4 gamins, tu te dis bon alors là, on commence vraiment à le sentir, ce dérèglement climatique, les tempêtes, le fait qu'il fasse 25 degrés en janvier. Tu te dis, tiens, c'est bizarre quand même, je suis en t-shirt aujourd'hui. Moi, alors, je suis un très mauvais exemple, je suis toujours en t-shirt. Toujours donc, en t-shirt. voilà, toujours. Mais quand tu vois les gens qui sortent sur la plage, tu te dis, 18 janvier, là. Ah, c'est bizarre quand même. C'est pas très normal. Je me rappelle des hivers où il y avait ce truc là blanc qui tombe, la neige. Ah oui. Il tombe pas des masses. Et là, pour ceux qui regardent un petit peu l'actualité, si vous regardez ce qui se passe dans les stations de montagne en ce moment, les gens ils skient avec du verre autour. C'est vert. Et vert, janvier, février, c'est pas normal. À cette altitude-là, ce n'est clairement pas normal. Donc l'engagement environnemental, il existe comme ça. Alors très longtemps, comme beaucoup l'occidental de base, j'ai mal mangé, je me suis déplacé à outrance. J'ai jamais pris l'avion. C'est vrai. C'était plus par peur qu'autre chose qu'un quelconque engagement, donc c'est facile de dire après que t'as jamais pris l'avion. Mais en tout cas, c'est vrai. C'est venu dans le discours à force de lire des choses. Et tu vois, j'ai lu beaucoup de livres d'Erwan Montéour. On n'attaque quand même pas une partie super drôle des choses. Quand tu lis son livre, parfois faut être accroché sur ce qu'il raconte. Et puis petit à petit, tu mets des choses en place dans ta vie quotidienne. Et puis tu essayes aussi de transmettre ces valeurs-là à tes enfants en disant non mais écoute, la viande tous les jours, on est sûr. Alors la viande 2 fois par jour, on est sûr? Non. Bon. Voilà, je pense que quand tu ramènes un peu de bon sens, et donc je dis, je suis fils d'ouvrier, mes parents, ils m'ont eu, je suis né, ils étaient déjà quarantenaires, donc ils sont nés en 34 et 37, donc une autre époque, une autre vie, une autre façon de voir la vie, avec sur beaucoup d'aspects, beaucoup plus de bon sens dans le quotidien. Et quand tu en mets, ça marche déjà mieux, quoi. Ça équilibre les choses. Si tu manges ce que tu cultives chez toi, si tu as la chance d'avoir un jardin, déjà, ça fait une partie énorme de pollution en moins. Alors, tout dépend de ce que tu mets comme engrais, évidemment. Mais si tu continues à vouloir absolument manger un steak tous les midis, du jambon tous les soirs, des trucs, ça va pas marcher. Là, on sait très bien que c'est pas ça qu'il faut faire et qu'il faut avoir des consommations raisonnées. Puis sur les déplacements, alors, je sais pas si j'ai vraiment peur de l'avion, mais j'ai pas envie de le prendre. Il y a un moment où, quand tu écoutes des gens comme Jean-Marc Jancovici, où dans son discours qui a choqué plein de gens, mais ça choque peut-être 1% de la planète. Les autres sont pas concernés par le voyage en avion, parce que jamais ils en approcheront. Donc ça concerne que nous, en fait. Et quand il dit c'est 3 voyages dans ta vie,
ça porte à réflexion quand on te dit ah, mais ce week-end j'étais à Madrid, c'était incroyable. Ça, c'est des vraies conversations que j'ai eues dans mon métier d'avant. C'était génial. On a décollé là, on était à Madrid juste pour le week-end. Ouais, c'était ça. Tu dis mais c'est impossible, c'est improbable. Quand j'entends des gens qui vont faire un déplacement à travers la planète juste pour... on a la visio maintenant. Et moi, je l'ai fait dans ma vie professionnelle avant, de faire des déplacements en voiture pour 30 minutes sur place et retour. Tu as roulé 7 heures dans ta journée pour 30 minutes sur place. C'est un non-sens. Donc, quand moi je me suis lancé, je me suis dit on va essayer au moins de faire quelque chose, quoi. Donc on travaille localement, les déplacements, il y a un moment il faut bien transporter le matos. Tout ce qui est loin se fait en train quand c'est possible. Les derniers étaient trop excentrés de Paris, il y avait trop de matériel à transporter, donc on y allait en camion, mais sinon c'est en train. Dès qu'on fait des interviews à Paris, des déplacements là-bas, c'est forcément en train. Je le dis, on est à 2 heures du cœur de Paris, faut pas... Déjà c'est moins long, c'est moins fatigant, c'est plus confortable. Même recharger tes appareils pendant le trajet, c'est génial. Ça, et puis on a suivi l'initiative Time for the Planet depuis 2021. Je suis actionnaire depuis ce moment-là. J'ai reçu Arthur. T'as reçu Arthur, c'est génial. C'est incroyable ce qu'ils ont lancé. Moi, j'ai vu passer leur truc sur les réseaux, évidemment, LinkedIn. Comment ça marche, qu'est-ce que c'est, ils parlent d'actionnaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore voilà, là, mais j'ai pas compris là, comment ça marche. Et puis j'ai vu que c'était très simple, qu'il fallait financer des innovations, que si on s'y mettait à plein, il y aurait plein d'argent et qu'on pourrait financer plein d'entreprises pour faire des choses qui là aussi ont du sens. Peindre les toits des usines et des bâtiments en blanc, ça rejette les rayons du soleil, donc il fait moins chaud dedans. Il fallait y penser. C'était bon difficile. Juste du bon sens, quoi. Donc, plein de trucs, les voiles pour tracter les grands cargos, etc. Du bon sens, là aussi. Le vent, il est à disposition. Utilisons-le. Gratuit, moins d'émissions. Enfin, tout va bien. On sait que la marine marchande ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il n'y a absolument aucune chance que ça arrive. Trouvons des meilleurs moyens de le faire. Et donc, j'ai vraiment été... Et puis, voilà, après, j'ai passé le message pour que d'autres, j'ai quelques copains qui ont adhéré aussi, et puis qui ont mis un peu tout dedans, super, tant mieux. On l'a refait là sur la dernière initiative qui était en décembre, je crois. C'est tout le temps... ils ont relancé un gros truc, la plus grosse coalition d'entreprises pour le climat. Et alors évidemment, CJD France était partenaire du truc. Il y a eu un moment, un discours, parce qu'il fallait mettre à minima 1 000 € pour rentrer. Et... moi, je me suis permis un message en disant écoutez, vous êtes super sympa, c'est génial, mais je pense que vous adressez juste aux grandes boîtes et peuvent mettre 1 000 €. Mais il y a plein de petites boîtes qui existent, d'ailleurs. Si le premier métier, le premier métier en France, les premières entreprises en France, c'est des artisans, c'est des boîtes de 1-2 personnes. 1 000 €, c'est le bout du monde. On veut bien soutenir, mais il y a un moment, si on ne peut pas, on ne le fera pas. Donc, et ils sont revenus sur cette position-là, ils ont ouvert à tout le monde. Et là, je pense que ça a fait monter les choses. On a été beaucoup plus nombreux à y aller. Et tant mieux. C'est vraiment un effet boule de neige depuis le début qu'ils ont réussi à mettre en place. Je trouve ça génial. Arthur, c'est un crack en création, construction de communauté. Et vraiment, encore une fois, il en a déjà fait et construit plein. Et là, c'est reparti, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres... vraiment des choix sans compromis que tu as inscrits dans les prestats, des types de clients, des types de... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Sur des entreprises qui n'adhèrent pas aux valeurs. Alors c'est vrai que quand tu te lances, c'est vraiment un luxe de te dire non, je ne vais pas prendre cette boîte-là parce que... non, pas complètement. Maintenant, j'ai l'impression que les gens qui viennent me chercher résonnent avec ce que je fais. Et je veux dire, c'est parce que la sélection se fait naturellement, en fait. Derrière, oui, je pense clairement sur certaines sociétés qu'on nommera pas ici, parce qu'on ne veut pas des problèmes après. Non, jamais. C'est assez sûr. Il y a des gens qui très clairement du greenwashing ou des choses comme ça, c'est impossible.
C'est juste pas envisageable. Donc, Ouais, mais par une exemple, démarche de sincérité, elle me semble aujourd'hui fondamentale, quoi. est-ce que je dis ça, c'est pas si facile que ça des fois de Ah, le mais non. détecter. Non, clairement. Oui, des fois, c'est très bien fait. Parce que c'est bien fait, tu te dis oui, Tu y crois au bon, discours? une petite entreprise, et en fait, si tu creuses pas ou si tu approfondis pas, il y en a un petit peu. Mm. Donc, enfin voilà, c'est pas si simple que ça. Non. Non, c'est pas le plus simple. Des fois, c'est très bien fait. Et puis, bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, hein. Ça peut arriver. Donc, pour l'instant, non, j'ai pas vraiment été confronté Ok. à un cas de conscience sur une entreprise où je me dirais, oh non, les valeurs, c'est vraiment pas ça, quoi. On a fait une entreprise de véhicules blindés il n'y a pas très longtemps. Ouais, des véhicules blindés. Ah ouais. C'était fou. C'était fou. Je ne peux pas tout dire ce qu'on a vu, évidemment, Ah ouais. puisqu'on a signé des papiers. Mais c'est dingue. Alors après, on peut avoir effectivement une position de se dire, ah bah ouais, mais des véhicules blindés, le combat, le truc, je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Oui, il n'y a pas que ça. Ouais, et puis on a quand même un point de vue occidental d'un pays en paix. Oui. Toute la planète n'est pas comme ça, hein. Donc il Et y a depuis vraiment la nuit des des endroits temps. où ça sauve des vies, ce qu'ils Mm. font. Alors oui, oui, c'est l'armée, ce genre de choses, mais ça sauve des vies à des endroits de la planète, hein. Et ça peut servir malheureusement. L'Ukraine n'est pas si loin que ça. Mm. Donc tu vois, sur la partie militaire, ce genre de choses, bon, là pour le coup, pas de cas de conscience. En plus, ils produisent ici, super, très bien. Mais non, j'ai beau réfléchir là, vraiment dans tout ce que j'ai fait. Non, je crois pas avoir eu non, d'entreprise où ça m'a posé un souci éthique, Ah, en bien tout cas sûr. de le faire. Et je pense que pareillement, hein, pour toutes les vidéos en interview qu'on fait ou les vidéos de marque personnelle, pour moi, ce serait impossible de le faire si vraiment je suis pas en phase avec la personne, quoi. Parce que ça va être très compliqué de ressortir l'image. N'importe qui peut se filmer aujourd'hui avec son smartphone et dire waouh, j'ai fait ma vidéo, etc. Fort heureusement, plein de gens l'essayent et puis on voit le résultat et puis finalement après on m'appelle. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais c'était nul, j'ai envie vraiment de faire avec quelqu'un finalement. Et oui, et c'est pas du premier coup. Mais je pense que ce qui est important quand on fait ce type de vidéo, en interview, c'est ce que je disais, hein, c'est d'avoir le miroir derrière, la personne qui va te répondre, qui va te remettre dans le bon état d'esprit et faire en sorte que tu vas être naturel et pas juste figé à faire ton discours. Donc je pense que si on n'était vraiment pas en phase avec une personne, ça va être Ça serait compliqué de automatique. sortir voilà, un échange qui soit utilisable derrière, quoi. Ok. Bon, on a fait un super tour sur VF. Ouais, c'est ça. T'as été très original, hein, Ah, sur, c'est sur le très, nom. très, très, C'est- c'est c'est la version française. Vraiment très très drôle. C'est ça, je m'en sors comme ça. Le brainstorming a été long. Il a été très très long, ouais, effectivement. J'ai pris 2 initiales. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé de nom. Je pense que c'est quelque chose qui interviendra aussi, peut-être pas l'année prochaine, mais certainement l'année suivante. Il y aura un changement de nom de société pour un truc plus hype et tendance. On verra. Pour Ouais. l'instant, c'est. En même temps, ça correspond aussi avec Ouais, l'image. c'est ça. Ça correspond avec l'image d'aujourd'hui. Et puis on vient de Et puis, faire faut pas floquer se le poser. camion et tout. Ouais. Ça coûte des sous, hein. Il ne faut pas se poser autant de questions aussi au début. Non, c'est ça. Ouais, j'ai avancer. fait au plus simple. Mm. J'ai fait au plus simple, mes initiales. Et puis voilà ce qu'on fait. Donc au début c'était VF drone, on faisait du drone. Puis oui. c'est VF prod maintenant. Voilà, ça correspond à ce qu'on fait. Après, changer, pas changer, voilà, c'est dans les réflexions. On verra bien, mais je pense pas qu'on va brainstormer plus que ça si un jour ça me prend, ça sera fait assez vite. Ouais. T'es dans Voilà. le feeling. Voilà. Ouais, oui, c'est alors beaucoup, ouais. Beaucoup. Parfois à tort, hein. Des trucs qui disent, ah non, j'aurais pas dû. C'était pas terrible, voilà. Mais bon, ça arrive aussi. Ça arrive. C'est Ouais. l'humain, c'est bien. Ouais. J'ai encore quelques petites questions. Mm. Si tu avais l'occasion d'avoir une petite table comme ça et de boire un verre avec des personnes de ton choix, Ouais. qui choisirais-tu? Est-ce que c'est des personnes vivantes ou Pas forcément. pas forcément? Vraiment, Boire un verre,
Ton rêve. Le rêve ultime, le top du top, top du top. Ah, c'est pas facile. Hein. J'aimerais beaucoup boire un verre avec Léon, avec Jean Reno, parce que c'est un acteur qui m'a marqué. Voilà, c'est une image à l'écran incroyable. Dans les réalisateurs français, Luc Besson, hein, je pense que voilà, on met les deux ensemble et on a un truc sympa. Et puis si on a Eric Serra qui traîne, on aura en plus de la bonne musique, donc ça sera vraiment un super combo. Et dans les gens après, peut-être plus sérieusement, et puis que j'ai déjà eu l'occasion de croiser peut-être de manière assez rapide. Au dernier salon de la photo, j'ai croisé Stéphane Couchou, qui est un vidéaste, un filmmaker, youtubeur, qui est hallucinant. Stéphanois. Ouais, c'est ça. Et Saint-Étienne ou Lyon? Ah, j'ai un doute. Lyon? Il n'est pas Lyon? Ah, je pense que c'est Saint-Étienne. C'est pas Gauthier qui est à Saint-Étienne. Ah, oui, c'est ça. Ouais, et Gauthier Veltri est à Lyon. Donc je l'ai croisé comme ça au détour du salon de la photo et il était en pause en train de boire un coup. J'ai fait mon le fanboy, on se fait un petit selfie et il a engagé, ce truc hallucinant, il a engagé la conversation et il a une canette d'Ice Tea en trop. Il dit bah tiens, boire un coup avec nous. Et on est resté 20 minutes à discuter. Ce truc incroyable, improbable. Je suis tellement fan du travail sur l'image qu'il réalise avec son équipe. C'est un moment un petit peu hors du temps. Et un autre que j'ai rencontré l'année d'avant, j'ai fait beaucoup de rencontres en 2023 de gens qui m'inspirent, et Pierre Lambert, qui est un photographe qui a aussi une chaîne YouTube, et il a organisé un workshop à Paris. Je suis allé exprès. J'ai juste fait l'aller-retour, je dis je vais passer 3 heures avec ce gars-là et je vais voir ce que ça donne, quoi. Et en vrai, il est aussi gentil qu'il est complètement fou dans ses vidéos. Et ça a été incroyable. C'est de l'échange, du partage de valeurs, vraiment. Il te donne des conseils, mais il n'y a pas de filtre. C'est tout le temps, il y a trop d'informations. Et ça, c'était un super moment. Et puis dans les personnes que je suis, je crois que tu vois à peu près qui c'est, de Caroline Mignot. Oui. Et j'adore le style que tu as reçu aussi. On l'avait évoqué. Le style, la punchline, le direct, le développement qu'elle a, les idées. J'écoute son podcast religieusement. Marketing Square. Marketing Square. J'arrive pas à le faire. Tu le fais vachement bien. Marketing Square. Ouais, tu vois, j'ai moins l'accent anglais ultra travaillé. Non, mais je trouve vraiment c'est de l'inspiration. Il y a plein de points où tu te dis mais c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est incroyable. Et il y a plein de bonnes idées. Donc on attend la sortie de son livre. On l'achètera. Voilà. Après, je sais pas moi, dans les gens que j'aimerais bien avoir autour ça fait déjà une belle table ronde. Ça fait une bonne table sur la partie plus perso. Ça sera le moment où je dirais que j'aimerais bien encore avoir mon père avec moi, puis le mettre à table, et puis lui dire alors, t'en penses quoi là du coup? C'est bien, c'est pas bien? Il est disparu il y a quelques années. C'était la figure c'est très très idiot d'avoir fait ça. Un peu trop d'émotions. C'était la figure du travail bien fait, l'amoureux du bois et un artisan vraiment surdoué. Il faisait des escaliers chez les gens, des meubles pour nous. Et il a eu des doigts en moins, enfin le menuisier de ces années-là, il lui restait 6 doigts et demi à la fin, c'est pas beaucoup. Les derniers, il les a perdus sur un meuble pour moi. c'est difficile. Mais voilà, de savoir ce qu'il en penserait de tout ça, je pense que ça ferait une belle tablée. Je pense qu'il serait fier et il dirait bon, il y a un peu de moi. Ouais, c'est ça. Je sais pas faire grand-chose de mes mains pour travailler et bricoler, ça c'est sûr. Mais voilà, j'essaie d'être créatif. C'est d'autres types d'outils, d'autres types d'œuvres, d'ouvrages, de réalisation, quoi. Magnifique. Quel conseil, si tu avais un conseil qu'on t'a donné, qui t'a marqué, qui te suit encore, ça serait lequel? Là, comme ça, j'ai pas grand chose qui me. Ou un mantra, tu vois, quelque chose qui est. Une citation, une quelque chose qui t'accompagne, qui reste. C'est un truc que j'ai en tête, une ref de Jones, tu vois. Parce que je suis une personne âgée, moi, maintenant. C'est que si, pour filmer, t'as juste besoin d'un truc pour filmer, en fait. C'est Orelsan qui dit ça, et c'est très vrai. L'excuse du j'ai pas de matos,
J'attendrai d'avoir le bon matos pour faire pas ça. le décor. J'attendrai d'avoir ceci. J'attendrai de savoir faire ça. Non. Fais, améliore-toi, recommence. Tu t'es trompé, recommence. Ça n'a pas marché, recommence. Aujourd'hui, tout le monde a dans sa poche un truc pour filmer. Les gens qui font des films sur smartphone, allez-y quoi. Donc dans la créativité, c'est ça quoi. Tente et puis tu verras bien. Et puis si avec un peu de chance, ça peut marcher. Il y a beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de travail. Après, je dis pas, certains ont ça, c'est inné. Hein. Ouais. Des gens que j'admire. Mais c'est des heures et des heures quand même. Ouais, c'est Le documentaire d'Orelsan ou la série sur Squeezie. C'est un travail non-stop. C'est de la répétition non-stop, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est ça. Mais alors c'est vrai, le documentaire, je l'ai regardé aussi sur Squeezie. Je dois dire que voilà, je suis un peu éloigné. C'est plus mes enfants qui connaissent bien les youtubeurs et ils en connaissent certains que je connais pas du tout. Squeezie, je vois à peu près qui c'est quand même. Les coulisses, tu dois comprendre. Tu vas savoir comment ça passe. Là, tu te rends compte quand même que depuis c'est 15 ans, je crois. Le gars 13 ans. Ouais, le gars est non-stop tous les jours. Pas de vacances, pas de trucs pour arriver à ce niveau-là. Donc moi, quand j'ai des jeunes qui viennent me dire, ouais, alors quand je fais ça, quand je fais dans des rencontres, dans des collèges et des lycées, moi je vais être youtubeur ou je vais être influenceur. Ok, bah si t'es prêt, c'est super. Mais c'est pas juste les 2 minutes de vidéo que tu vois en fait. Il y a un travail de dingo avant à se préparer et avant d'arriver à un niveau où tu vas être vu, ça va vraiment prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et je pense que c'est une société un peu de paraître. Mais c'est bien que ce genre de choses sortent parce que c'est clair. Tu vois que c'est vrai partout. Oui, c'est vrai partout. Le sport, les entreprises, la création. Teddy Riner, il monte sur le tatami. Il éclate le gars. C'est ce qu'on espère en tout cas dans quelques mois. Tous à la suite. Et puis médaille d'or, ça en fera une de plus. Mais c'est des années de travail depuis son plus jeune âge pour arriver à un niveau... alors pour le coup, inégalé dans son sport. C'est bon sportif, c'était dit. Hein. Je suis ancien judoka. Donc, je pense que tu peux l'inviter aussi à la table. Bah écoute, Teddy, tu viens. Tu prendras peut-être 2 places. Ouais, 2 bonnes places. Hein. Je pense que, et puis, mais c'est ok. Et t'as pas un mot de travers qui sort, hein, parce que sinon ça peut mal finir. Tu peux finir bien sur le tatami. Mais ouais, c'est des années... et c'est vrai dans tous les sports. Les pilotes de course, avant de prendre une courbe parfaitement et gagner le quart de dixième de seconde qui va faire la différence sur 60 tours, c'est des années, ils n'ont pas les mêmes réflexes que nous, ils ont travaillé. C'est vrai pour tout, c'est vrai dans tous les domaines. Si je reprends l'exemple de mon père, avant de travailler une planche de bois parfaitement, c'est des années de l'apprentissage, du travail, et c'est... Voilà, ça se transmet encore aujourd'hui. J'étais avec des gens il y a 2 jours. Où le gars donc monte au Luc-sur-Boulogne en Vendée, une école, une formation autour des métiers du bois. Donc, forcément, avec l'histoire familiale, ça a résonné tout de suite. Et où il en parlait avec la même envie, la même passion. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Hein. C'est le contact de la matière. Je pense qu'il y a un truc qui se dégage. Parce que c'est vraiment une matière noble, chaude, où c'est vivant, quoi, le bois, enfin moi je trouve en tout cas. Je préfère le bois. Et c'était extraordinaire, mais il le dit, il fait des cours d'initiation à des très jeunes, et certains vont avoir la passion qui va arriver tout de suite, et après on leur explique que le cheminement il va être long, avant que ce soit nickel. Donc tout ça prend, ça demande juste du temps, mais il faut tenter, je pense que c'est ça que moi je retiens. J'aurais pu me dire, voilà, je fais des photos depuis que je suis tout petit, pourquoi je me suis pas lancé avant, pourquoi je l'ai pas fait, etc. Peut-être parce qu'il fallait construire un parcours avant, puis que c'est arrivé à ce moment-là. Oui, j'aurais pu réfléchir plus aussi au moment où je me suis lancé dans mon entreprise, à dire, est-ce que je suis sûr que tu vas faire que du drone? J'ai pas brainstormé, le nom c'est pareil, j'ai pas été chercher plus que ça, j'ai dit on y va. Et puis mode action. Voilà, on est en action. On le fait, on montre ce qu'on fait. Aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure des manières de faire notre pub. C'est quand les gens ils partagent une vidéo que nous on a fait en disant c'était super. Voilà, parfait, moi, ça me va très bien. On fait un événement, Intrail, c'était il y a 2 semaines, la vidéo elle est sortie le lendemain, parce que c'était dans le contrat avec eux de faire une sortie rapide, c'est-à-dire samedi soir on tourne, dimanche 17h la vidéo elle est en ligne.
Ok. Donc c'est le deal avec eux à chaque fois. Et tout de suite, elle est heureuse, parce qu'on est vraiment dans la dynamique réseaux sociaux là. Elle est repartagée énorme, elle est vue, il y a du like de partout, je reçois des messages. Super. C'est bon. On est bien Tu parti. sais pourquoi Je sais pourquoi tu... Là, c'est la satisfaction en plus, ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu auras une ressource à nous partager? Ça peut être un livre, un podcast, une expo, tu vois, je pensais à la photo peut-être, mais... Tu veux dire autre que Aventure Humaine, le podcast autre que Aventure Humaine et autre que tout... que Marketing Square. que tous ces personnes que tu as déjà citées, on mettra les liens. Un livre à partager, c'est celui que je lis en ce moment. Je mets du temps à le lire, parce que je lis lentement. C'est sur, j'ai pas le titre précis, c'est sur l'instant présent. Ok. Capturer l'instant présent. Ok. Tout près comme ça. C'est un livre très connu, je pense que les gens le trouveront facilement. Sur notre perception du temps, sur la façon qu'on a d'être ou pas présent, et que en fait, alors, je sais pas comment le dire exactement, mais l'avenir et le passé n'existent pas vraiment. Ce sont que des moments présents. Nos enfants le savent. Voilà, qui sont soit un souvenir, soit une projection. Et que donc en fait, quand tu n'es que dans la projection, c'est difficile de vivre à chaque instant. Chaque page, j'apprends un truc. Donc ça sera ma recommandation du moment. Et en deuxième bouquin, que je peux que vous recommander si vous aimez la photo, Jonc a sorti plusieurs livres. Il y a le prochain, Naturalia, qui va arriver. Donc petite dédicace à ce photographe d'Urbex qui fait des trucs incroyables. Ici, je crois qu'on a Baïkonour et encore un autre où il est allé faire un petit tour sur ce site russe. Hit the Road alors. Ça me dit rien comme ça. Je te parle de ça tout à l'heure. D'accord, ça marche avec plaisir. Ouais, Baïkonour, c'est incroyable, c'est de voir comment est devenu cet endroit emblématique de la Russie, de l'URSS de l'époque, qui était le fer de lance de la conquête spatiale, et comment c'est abandonné maintenant, et il en a fait des clichés dingues. Et voilà, donc le prochain Naturalia va bientôt arriver, je vous le recommande. Ok, top. Je mettrai tout ça dans la description. Qui aimerais-tu écouter sur Aventure Humaine prochainement ? Qui est-ce que je peux contacter de ta part pour proposer qui tu peux contacter c'est une question piège, j'avais pas anticipé du tout celle-là. Moi j'aime bien ne pas anticiper. Ouais, c'est ça. Dans les gens que je connais, ça va être dessus ça. On l'enlèvera. Il y a... Alors, on se connaît pas très bien. On s'est déjà croisé plusieurs fois avec elle. On se connaît pas très bien, mais je trouve son histoire, le parcours, il est juste hallucinant. C'est Marine Labbé, qui est à Saint-Brieuc. Gualala, elle fait du cold brew. J'ai réussi à le dire avec ce magnifique accent anglais. Des infusions. Et elle est partie de toute seule. Et là, sa boîte est en train d'exploser. Elle en vend partout. Vrai exemple, moi, je trouve vraiment dans le secteur et d'entrepreneuriat avec une volonté de faire. Elle nous avait raconté des épisodes où voilà, tu perds ton stock à un moment parce qu'il y a une inondation, des trucs comme ça. Voilà, les aléas de la vie de dirigeant d'entreprise. Et je trouve que c'est un super parcours et je pense qu'elle a beaucoup à partager. Ouais, super. Je transmettrai cette invitation du coup. Ça marche. Et puis voilà, super. Dernière question. Est-ce que tu as un dernier message pour tes enfants? Une dédicace pour tes enfants? On finit sur une petite note d'émotion. Toujours? Ouais, toujours. C'est bien. Un message pour mes enfants, c'est la seule chose que je leur souhaite, c'est que leur vie soit remplie de choses qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qui chaque matin ils se lèvent et disent c'est génial, ce que je fais c'est top. Donc j'ai mon deuxième où je sais que s'il suit sa voie, ce sera super, il va faire ce qu'il adore toute sa vie, il veut faire à manger, il veut faire des gâteaux, et il va en faire tout le temps. Et voilà. Si je l'emmène dans des festivals de gastronomie, il a les yeux ouverts partout, ça pétille dans tous les sens. Donc voilà, qui prennent le temps de trouver ce qui les passionne et puis tout simplement qu'ils soient heureux dans leur vie, ça m'ira très bien. Puis pour le coup d'être grand-père, qui prennent un peu de temps quand même. Je suis pas super prêt encore, même si
17 ans, tu te dis, quand le grand il a 10 ans, tu te dis que ça commence à arriver dans les projections des années qui viennent. Ah, là, je suis pas prêt. Déjà quand je les ai laissés, donc c'était il y a 3 ans, la dernière, je la mets à la maternelle. Ouais. Donc elle n'est plus à la maison. La deuxième, elle va à l'école aussi. Le troisième, il entre au collège. Donc c'est la 6e. Et le dernier, je le dépose au lycée. Je peux te dire, je suis arrivé au travail. Il fallait pas me parler. J'ai pris un coup de vieux monumental ce jour-là. Donc on a du temps. Mais en tout cas, qu'ils prennent le temps de vivre, qu'ils profitent. C'est ça le plus important. Puis qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. Un très très grand merci François. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.